Les enfants jumeaux du millionnaire veuf ne mangeaient rien jusqu'à ce que la nouvelle nounou fasse quelque chose d'inattendu et change leur vie pour toujours. Quand Clara Martin descend de la voiture devant l'immense demeure d'Antoine Dubois, elle ressent un fourmillement de nervosité et d'émotion. Ce n'est pas une maison ordinaire, c'est une maison emplie de silence. En entrant, elle la voit. Un long couloir, de grands tableaux, de hautes fenêtres laissant entrer la lumière sans chaleur. Les employés lui répondent à peine d'un bonjour bref, comme si tout était normal. Mais elle sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air. C'est alors qu'apparaît Antoine, un homme grand, bien vêtu, le front légèrement plissé. Il ne lui tend pas la main, dit seulement « bonjour », et cela suffit à comprendre qu'il n'est pas là pour bavarder. Il lui présente les enfants, Lucas et Chloé, jumeaux de 8 ans. Il les désigne sans émotion et leur dit qu'elle sera leur nounou. Elle les observe de près, lui le regard vide, elle les bras croisés, tous deux vêtus pareils, comme des miroirs. Clara leur offre un sourire timide et leur demande ce qu'ils veulent pour dîner. Les enfants la regardent et haussent les épaules. La fille dit « rien ». Le garçon répète le mot « rien ». Le cœur de Clara se serre un peu, car cela signifie que son travail ne sera pas comme elle l'imaginait. Antoine l'observe et hoche la tête comme pour approuver quelque chose, mais sans émotion. Ensuite, il les emmène tous visiter la maison, ils entrent dans la salle à manger et elle voit de la vaisselle fine couverte d'argent, une immense table sans nourriture. Puis ils vont au salon avec des fauteuils qui semblaient confortables, mais où personne ne semblait s'être assis depuis longtemps. Dans le jardin, il y a de vieux jouets et une table ronde pour manger dehors qui n'avait jamais servi. Les enfants passent devant sans jeter un œil. La farine des crêpes que Clara avait prévue 2 secondes plus tôt lui sort de la tête. Pendant qu'ils marchent, la nounou remarque des photos sur les étagères. Antoine et son épouse, Sophie ensemble. Souriant, enlacés. Les enfants ressemblent à Sophie, surtout Chloé. Clara sent un nœud dans sa gorge. Quand la visite se termine, Antoine lui dit de commencer demain à 8 et la laisse seule avec les enfants. En silence, seule avec eux pour la première fois. Elle leur parle à nouveau d'une voix douce. Elle leur demande comment ils vont. Rien, elle n'entend que l'écho de sa voix dans le couloir. Cela lui confirme que ce n'est pas qu'une question de faim. Quelque chose s'est passé dans cette maison. Elle sort de la chambre et voit de loin Antoine assis dans son bureau. Il ne la regarde pas, mais elle sent son regard. Elle baisse la tête un instant et poursuit son chemin vers la cuisine, réfléchissant à ce qu'elle pourrait faire pour que ses enfants mangent. Dehors, tandis que le soleil descend, les ombres s'allongent sur la demeure. Et Clara se demande si ces fils de silence pourront être rompus grâce à elle. Elle reste un instant à regarder un biscuit que quelqu'un a laissé inachevé sur le plan de travail. Elle le porte à sa bouche et le trouve insipide. Mais il y a une étincelle de complicité dans ce simple geste. Elle ferme les yeux. Cela ne fait que commencer. Clara change de vêtements rapidement. Pas d'uniforme, rien qui ne la fasse ressembler à une infirmière ou à une maîtresse d'école stricte. Elle avait opté pour un genre confortable et une blouse claire. Elle attache ses cheveux et descend à la cuisine. Là, elle rencontre Madame Dupont, la cuisinière, une femme d'une 60aine d'années, sérieuse et à la voix grave. Clara se présente avec un sourire, mais Madame Dupont lève à peine les yeux des légumes qu'elle coupe. Pourquoi tant d'efforts? Ici, les enfants ne vous prêtent aucune attention. Et monsieur encore moins. Lâche-t-elle sans filtre. Clara rit doucement. Elle n'aime pas le ton, mais décide de ne pas s'accrocher. Pendant que Madame Dupont termine la préparation, Clara demande comment les enfants aiment la nourriture. Ils aimaient le gratin dauphinois, mais c'était quand Sophie était vivante, dit Madame Dupont sans s'arrêter. Clara remarque ce « ils aimaient », comme s'ils n'aimaient plus rien. « Et qu'ont-ils mangé hier ?» demande-t-elle. « Rien ». Clara reste silencieuse. Madame Dupont ne semble pas inquiète. Ils sont comme ça, ils ne mangent pas. Depuis la mort de leur mère, personne ne les a fait manger. 5 nounous sont passés. Toutes sont parties. Clara est curieuse, mais ne veut pas paraître indiscrète. Elle s'approche de la table, nettoie un peu la zone et commence à dresser les assiettes. La salle à manger est immense, avec un lustre suspendu qui donne plus d'ombre que de lumière. Elle met des serviettes en papier à motifs d'animaux qu'elle a trouvés dans un tiroir. Rien de très voyant, juste une tentative de rendre le moment plus agréable. Antoine apparaît à l'heure, vêtu de la même manière que le matin, élégant mais sans âme. Il salue sèchement, s'assied au bout de la table et consulte son téléphone portable. Clara dispose les assiettes et appelle les enfants. Ils descendent sans hâte, main dans la main. Ils s'assoient l'un en face de l'autre. Personne ne parle. Madame Dupont sert du riz, du poulet rôti et de la soupe chaude. L'odeur est agréable, mais les enfants ne la regardent même pas. Clara s'assied à côté d'eux, observant chaque geste. Antoine lève les yeux une seconde. « Vous pouvez manger si vous voulez. Vous n'y êtes pas obligé, » dit-il. Puis il baisse les yeux vers son téléphone. Clara se penche un peu vers Chloé. « Veux-tu que je t'aide avec le poulet ?» La fille secoue la tête.
Lucas ne fait que regarder son assiette comme si c'était une feuille blanche. Clara pense à ses neveux, à la façon dont ils aimaient faire des figures avec la nourriture. Et si on faisait une petite tête avec le riz, propose-t-elle à voix basse. Chloé roule des yeux. On ne veut pas manger, lâche Lucas sans émotion. Antoine lève les yeux, mais ne dit rien. Clara sourit à l'enfant. D'accord, vous n'avez pas à manger, mais vous pouvez me raconter comment s'est passée votre journée. Les enfants restent muets. Madame Dupont regarde depuis la cuisine avec un air de « je vous l'avais bien dit ». Antoine se lève avant que 10 minutes ne s'écoulent. « J'ai un appel. Excusez-moi. » Il s'en va sans plus de cérémonie. Clara reste seule avec les enfants. Le silence est pesant, mais elle ne se rend pas. Elle se lève. Elle va chercher une pomme. Elle la coupe en quartiers. Elle les dispose en forme d'étoile sur une petite assiette et la pose entre les deux. Ce n'est pas de la vraie nourriture. C'est une figure juste pour voir si vous devinez ce que c'est. Les enfants regardent l'assiette. 1 seconde. 2. Chloé tend la main et arrange un quartier. Lucas fait un autre mouvement. Ils ne le mangent pas, mais ils ont déjà touché quelque chose. Madame Dupont claque la langue. « Ce n'est pas un dîner », murmure-t-elle depuis la cuisine. Clara ignore le commentaire. Elle reste là, assise sans rien dire de plus, observant comment les enfants, sans parler, arrangent quartier par quartier pour faire une sorte de fleur. Quand ils ont terminé, Chloé pousse l'assiette vers Clara. « C'est un soleil », dit-elle. Lucas hoche la tête. Clara sourit. Ce n'est pas de la nourriture, mais c'est un premier pas. Un soleil fait de pommes dans cet environnement où tout est froid. Le dîner se termine avec les assiettes pleines, mais pour la première fois quelqu'un a parlé, même un peu. Clara nettoie tout, lave la vaisselle, et, alors qu'elle s'apprête à monter, Madame Dupont s'approche d'elle. « Ne vous attachez pas, ici rien ne change. » Clara la regarde seulement. « Nous verrons bien, » répond-elle sans élever la voix. Et elle monte lentement les escaliers, sachant que ce qui l'attend sera plus difficile qu'elle ne l'imaginait. La matinée commence avec le doux chant des oiseaux dehors, mais dans la demeure, on n'entend rien. Pas une voix, pas un rire, pas une plainte. Clara se lève tôt et descend directement à la cuisine. Madame Dupont est déjà là, moulant le café et coupant les fruits, avec le même air renfrogné. Clara lui dit « Bonjour », mais Madame Dupont ne fait que lever un sourcil. Clara ne se laisse pas intimider, prépare du lait chaud avec un peu de cannelle, des tartines, et met tout sur un plateau. Elle monte aux chambres d'un pas ferme, frappe à la porte de la chambre des jumeaux, attend 1 seconde puis entre. Ils sont déjà réveillés, assis sur le lit, regardant la télévision sans le son. Clara pose le plateau sur une table basse. « Aujourd'hui, il n'y a pas de règles », leur dit-elle. Les deux se tournent vers elle. « Nous allons faire quelque chose de différent. » Personne ne répond, mais ils ne l'ignorent pas non plus. Clara leur fait signe de la main de la suivre. Ils descendent en silence, passent devant l'immense salle à manger et entrent directement dans la cuisine. Madame Dupont les voit et lâche un rire sec. « Ils ne peuvent pas être ici. » Clara la regarde calmement. « Aujourd'hui, oui, ils peuvent. » Madame Dupont la regarde les yeux grands ouverts. Cela va à l'encontre des règles de monsieur. Clara respire profondément. Alors qu'il me renvoie, et elle continue son chemin, les enfants derrière elle. La cuisine est spacieuse, pleine de lumière et avec un grand îlot central. Clara sort de la farine, des œufs, du lait et du sucre. Elle met tout sur la table comme si c'était un jeu. Lucas s'approche sans rien toucher. Chloé la regarde avec curiosité. Clara leur donne un saladier à chacun. « Nous allons faire des crêpes, mais vous êtes les chefs. Moi je ne fais qu'aider. » Ils se regardent l'un l'autre, comme pour se demander s'ils pouvaient vraiment le faire. Chloé est la première à mettre les mains dans la farine. Lucas ose casser un œuf, bien qu'il le fasse si fort qu'il s'éclabousse le visage. Clara ne rit pas, elle lui offre juste une serviette. Ça arrive quand on se dépêche. Ce n'est pas grave. Peu à peu, ils se détendent, rient doucement, mélangent, goûtent. La cuisine commence à se remplir d'une bonne odeur différente. Madame Dupont les observe depuis la cuisinière, les bras croisés. Elle ne dit rien, mais elle ne part pas. Quand ils ont fini de cuisiner, Clara met les crêpes dans de petites assiettes et les porte à la table de la cuisine. Pas à la salle à manger. Elle s'assied avec eux, leur donne du miel, des rondelles de banane, un peu de crème fouettée. Chloé a l'air de douter. Lucas fait tourner sa fourchette dans sa main. Clara ne les regarde pas directement, elle mange sa propre crêpe tranquillement, comme si tout était normal. Chloé est la première. Elle prend un tout petit morceau. Clara fait semblant de ne pas le remarquer. Puis Lucas fait de même. Ils ne disent rien, mais ils mâchent. Clara manque de fondre en larmes sur place, mais elle se retient. Elle dit juste « Elles sont très bonnes ». Ils ne répondent pas, mais ils en mangent la moitié. C'est alors qu'entre Antoine. Il s'arrête net en voyant la scène. Tous les trois assis dans la cuisine, des assiettes sales, de la farine sur la table, des enfants qui mangent. Clara le regarde sans bouger. « Bonjour », dit-il. Chloé pose sa fourchette. Lucas reste immobile. Antoine s'approche, l'air sérieux. «
Que faites-vous ici? Clara se lève. Nous prenons le petit déjeuner. Les enfants ont cuisiné. C'était mon idée. Antoine regarde les enfants. Il ne parle pas. Vous avez cuisiné? Demande-t-il à Lucas. Il hoche la tête. Chloé baisse les yeux. Vous avez mangé? Cette fois, ils ne disent rien. Seule Clara répond. Oui, pour la première fois. Antoine respire profondément, regarde la table puis Clara. Ce n'était pas prévu. Et s'il l'était? Demande-t-elle sans élever la voix. Madame Dupont intervient depuis son coin. Ils se sont immiscés là où ils ne devaient pas. Ce n'est pas une gargote. Antoine la regarde. C'est bon, Madame Dupont. Laissez-nous un moment. La femme pince les lèvres et sort. Clara ne sait pas si elle va être renvoyée sur le champ. Antoine reste à regarder les assiettes. Puis les enfants. Vous avez aimé? Demande-t-il. Chloé fait un geste à peine visible. Lucas dit doucement. Oui. Antoine ne sait pas quoi faire de cette réponse. Clara non plus. Il réajuste sa veste. D'accord. Mais n'en faites pas une habitude. Il s'en va sans un mot de plus. Quand la porte se ferme, Clara se rassoit. Chloé lui tend sa fourchette. On pourra refaire la cuisine? Clara hoche la tête. Quand vous voudrez. La cuisine se remplit à nouveau de bruit. Assiette, rire doux, cuillère qui s'entrechoquent. Ce n'est pas un repas formel. C'est autre chose. Quelque chose de plus vivant. Quelque chose de plus vrai. La règle d'or est simple, ne rien forcer, juste les laisser décider. Pour la première fois, ça a marché. La routine dans la maison n'est plus la même si personne ne le dit à voix haute. Clara le remarque dès qu'elle descend les escaliers. Les couloirs ne semblent plus aussi froids, et les enfants ne s'enferment plus dans leur chambre toute la journée. Maintenant, ils sortent, même si ce n'est que pour voir ce qu'elle cuisine ou pour lui poser une question idiote, comme si les crêpes pouvaient avoir la forme d'un dinosaure. Ce matin-là, Chloé apparaît dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et une peluche à la main. Clara est en train de faire la vaisselle. La petite fille ne dit rien, elle s'assied juste sur le comptoir et la regarde. Clara lui donne une banane, sans rien dire. Chloé la prend et l'épluche avec soin. Clara a du mal à y croire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Lucas arrive 2 minutes plus tard. Aujourd'hui, on va cuisiner. Clara s'essuie les mains et se tourne. Si vous voulez. Il hoche la tête et s'assied à côté de sa sœur. Les deux sont silencieux, mais ils sont là, ensemble, présents. Antoine les voit depuis l'encadrement de la porte sans entrer. Il les observe juste quelques secondes avant de poursuivre son chemin, mais Clara le remarque. Il passe plus souvent là où se trouvent les enfants, toujours avec des prétextes, qu'il a oublié quelque chose, qu'il cherche un papier, mais Clara sait que ce n'est pas ça. Il regarde. Elle ne sait pas encore quoi en penser, mais elle le laisse faire. Ce même jour, Clara les emmène dans le jardin arrière. C'est la première fois. Elle ouvre la porte avec une clé qu'elle a trouvée dans l'un des tiroirs de la cuisine. C'est un grand jardin avec de grands arbres et une fontaine à sécher. Il y a de vieux jouets dans un coin, certains rouillés, mais l'herbe est verte. Les enfants hésitent à sortir. Chloé reste à la porte. Lucas la regarde comme pour demander la permission. Clara marche sans se retourner, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Quand elle arrive au centre du jardin, elle les entend arriver en courant derrière elle. Ils jouent avec une balle dégonflée qu'ils ont trouvée parmi des buissons. Clara leur apprend un jeu de son enfance, jeter la balle en l'air et l'attraper sans la laisser tomber. Chloé rit chaque fois qu'elle échoue. Lucas l'imite. Clara les laisse gagner. Cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient pas ri qu'elle sent que l'air du lieu a changé. Dans l'après-midi, Clara les emmène dans la salle de jeu, une pièce fermée depuis longtemps. Antoine l'avait fait fermer car, selon lui, elle leur rappelait des souvenirs douloureux, mais Clara trouve la clé dans une boîte à outils. Ils entrent lentement. La poussière couvre presque tout. Il y a des poupées, des livres, une maison de bois miniature, un tapis avec des chemins peints. Les enfants ne disent rien, ils regardent tout avec un mélange de surprise et de tristesse. Clara secoue le tapis avec force, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Cette pièce est la vôtre. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Lucas s'approche d'une étagère et prend un livre. Chloé s'assied dans un coin et serre une vieille poupée. Ils ne parlent pas, mais leurs corps en disent plus que 1000 mots. À l'heure du dîner, Clara les laisse choisir le menu. « Aujourd'hui, c'est votre journée », leur dit-elle. Chloé demande des croque-monsieur et Lucas veut du gratin dauphinois. Clara se met au travail. Madame Dupont regarde de loin, les bras croisés. « Je n'avais jamais vu ces enfants demander à manger », murmure-t-elle. Clara lui sourit. « Moi non plus. » Quand ils s'assoient pour manger, les assiettes ne restent pas vides. Du moins, la nourriture n'est plus intacte. C'est comme si petit à petit, la glace commençait à fondre. Ce soir-là, Clara reste un peu plus longtemps après les avoir couchés. Elle leur lit une histoire pendant qu'ils se blottissent sous les draps. Quand elle a terminé, ils ne disent rien, mais ne lui demandent pas de partir. Elle reste un peu plus longtemps en silence. Chloé se tourne vers le mur. Lucas reste allongé sur le dos, regardant le plafond. Clara leur caresse les cheveux très doucement. Aucun ne bouge. Quand elle sort de la chambre,
Antoine l'attend dans le couloir. Il a les mains dans les poches et le visage tendu. Clara le regarde sans savoir s'il est en colère ou curieux. Il rompt le silence. « Que leur as-tu fait » Clara fronce les sourcils. « Rien, j'ai juste été avec eux. » Antoine hoche la tête lentement. « Il y avait longtemps que je ne les avais pas vus ainsi. » Clara veut dire autre chose, mais ne le fait pas. Elle le regarde seulement dans les yeux. Il baisse les yeux comme s'il se sentait coupable. Chaque pas qu'il faisait est petit, mais réel, et cela commence à se faire sentir dans tous les recoins de cette maison qui, enfin, semble moins une maison et plus un foyer, même si personne ne le dit avec des mots. Le ciel est à moitié couvert, mais le temps est parfait pour être dehors. Il ne fait ni chaud ni froid. Clara descend avec les enfants après le repas. Lucas a un ballon sous le bras, et Chloé tient un carnet où elle dessine des visages tristes avec de grands yeux. Clara ne dit rien à ce sujet. Elle ouvre juste la porte du jardin sans demander à personne. Madame Dupont la regarde depuis la fenêtre, encore avec un air de « vous allez avoir des problèmes », mais ne dit rien. Les trois sortent dans le jardin. Il y a une longue table avec des bancs en bois dans un coin. Clara s'approche, la nettoie avec un chiffon et y dépose des jus qu'elle a préparés dans des bocaux avec des pailles. « Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent », dit-elle. Lucas pose le ballon sur l'herbe et s'approche. Chloé s'assied sans lâcher son carnet. Clara sort une boîte en carton. Elle contient des ciseaux à bout rond, des crayons de couleur, du ruban adhésif, de vieux boutons, de la laine, des feuilles séchées et un tas d'autres choses. Nous allons inventer quelque chose. Un monstre, un robot, un animal bizarre, tout ce qui vous passe par la tête. Chloé lève les yeux pour la première fois de la journée. Lucas sort quelques boutons. « C'est des déchets ?» demande-t-il. Clara rit. « Oui, mais des déchets, on peut faire des choses géniales. » Il passe plus d'une heure là-bas. Clara fait un oiseau avec des rouleaux de carton, Chloé un chien avec des bouchons, et Lucas un robot avec des canettes. Aucun ne parle beaucoup, mais l'ambiance est détendue, voire joyeuse. De temps en temps, on entend de petits rires. Clara aime ce genre de moments, non forcés, naturels, de ceux qui surviennent quand personne ne fait semblant. Antoine les voit depuis la fenêtre de son bureau. Il ferme son ordinateur sans s'en rendre compte. Il reste à regarder comment Lucas montre son robot comme un trophée. Clara l'applaudit comme si c'était vraiment une œuvre d'art. Chloé lui montre son dessin et Clara l'embrasse sans faire de scandale. Elle l'embrasse juste comme quelqu'un qui sait la valeur de ce moment. Antoine passe sa main sur son visage. Quelque chose le picote dans la poitrine. Plus tard, Clara apporte un plateau de biscuits qu'elle a elle-même cuisiné avec les enfants la veille. Elle leur demande s'ils en veulent. Lucas en prend 2. Chloé n'en prend qu'un, mais le mange entier. Clara fait semblant de ne pas être émue. Elle leur donne juste un verre de lait et continue le jeu. Après, ils jouent au football. Clara est la gardienne de but. Chloé crie chaque fois que Lucas marque un but. Clara se jette sur l'herbe en faisant semblant. Elle fait semblant de ne pas pouvoir se lever. Les enfants rien. Le ballon roule sur la pelouse. Antoine regarde à nouveau par la fenêtre. Cette fois, il ne s'en va pas. Il reste là, appuyé sur le cadre, les bras croisés, sans rien dire. Quand il commence à faire nuit, Clara range tout avec l'aide des enfants. Elle ne leur a pas demandé. Ils l'ont fait seuls. Ils rangent le matériel, portent les verres à la cuisine et se lavent les mains. Madame Dupont ne s'interpose pas, mais les regarde du coin de l'œil. Sur son visage, il y a quelque chose d'étrange, comme si elle ne savait pas si elle était en colère ou surprise. Déjà dans le salon, Clara les laisse regarder un épisode de dessins animés. Ils s'assoient par terre avec des coussins. Lucas s'endort. Chloé se blottit contre Clara sans un mot. Quand Antoine entre et les voit ainsi, il se tait. Clara lui fait signe de ne pas faire de bruit. Il hoche seulement la tête. Clara l'accompagne dans le couloir. Antoine ne la regarde pas dans les yeux, il dit juste « Merci ». Clara baisse les yeux. « Je n'ai rien fait de spécial ». Antoine respire profondément. « Tu as fait beaucoup. Je ne sais pas comment, mais tu l'as fait ». Il reste un instant en silence. Clara rompt le moment. « Demain, je veux les emmener au marché. Je veux qu'ils choisissent leur nourriture. » Antoine hésite. « Au marché ? Avec des gens ?» Clara hoche la tête. « Avec de la vie. » Antoine ne dit ni oui ni non, il s'en va juste. Ce soir-là, les enfants dorment sans demander d'histoire. Clara les couvre, leur donne un baiser sur le front et quitte la chambre sans se plaindre de la fatigue. Dehors, le ciel s'est dégagé. Il y a la lune, le genre de nuit qui se sent différente, même si rien ne se passe, même si tout reste pareil. Mais quelque chose a bougé à l'intérieur et cela suffisait déjà à dire que ce fut une après-midi différente. La maison a des endroits où personne n'entre. Clara l'a déjà remarqué. Il y a des portes verrouillées, des rideaux qui ne sont jamais ouverts et des chambres que même les enfants ne mentionnent pas. Un après-midi, pendant que les jumeaux font une longue sieste après avoir couru dans le jardin, Clara en profite pour faire un peu de ménage seule. Elle monte au premier étage et commence à explorer un couloir qu'elle n'avait jamais parcouru entièrement.
Là, elle trouve une porte différente des autres. Elle est en bois plus foncé, avec une serrure ancienne et une petite pancarte presque invisible. Il est écrit « Bureau ». La porte n'est pas verrouillée, elle est juste fermée de l'intérieur. Clara pousse doucement, l'ouvre lentement. À l'intérieur, ça sent quelque chose de conservé depuis des années. Pas de pourri, mais du temps suspendu. C'est une pièce de taille moyenne avec un bureau rempli de papier, une chaise pivotante, des photos encadrées et un porte-manteau avec un pull accroché. Tout est à sa place comme si quelqu'un l'utilisait encore. Sur les murs, il y a des dessins d'enfants, certains signés au crayon de couleur. Pour maman, avec amour. Clara sent un vide dans son estomac. Sophie est là, pas en chair et en os, mais dans chaque objet. Il y a des photos d'elle avec les jumeaux bébés à la plage, dans le jardin de la maison. Sophie sourit sur toutes, elle a l'air vivante, elle a l'air heureuse. Clara ne peut s'empêcher de s'approcher. Elle touche un cadre photo avec précaution, comme si en le bougeant, elle pouvait altérer quelque chose d'important. Sur le bureau, il y a un carnet de notes. Ce n'est pas un journal intime, mais il contient des choses écrites à la main. Des recettes, des listes de choses à faire, des notes sur les enfants. Clara tourne les pages avec soin. Une note dit « Lucas déteste les œufs, mais il adore le pain à la cannelle. Chloé préfère rester silencieuse, mais dessine tout ce qu'elle ressent. » Clara lit cela encore et encore. C'est comme si Sophie était encore là, la guidant de loin. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée dans la pièce lorsqu'elle entend des pas dans le couloir. Elle ferme le carnet rapidement et recule d'un pas. La porte s'ouvre brusquement. C'est Antoine. Il a les yeux durs, la bouche serrée. « Que faites-vous ici ?» dit-il sans crier, mais d'une voix qui fait mal. Clara déglutit. « Je nettoyais. La porte n'était pas verrouillée. Je voulais juste. » Antoine lève la main. « Cette pièce est intouchable. » Clara veut s'expliquer, mais il est déjà entré. Il s'approche du bureau, prend le carnet et le range dans un tiroir. Puis, il le ferme à clé. Personne n'entre ici. Point final. Clara ne dit rien. Elle sort juste de la pièce, le visage en feu, descend rapidement les escaliers et se réfugie dans la cuisine. Madame Dupont est là, coupant des oignons. « Qu'avez-vous fait maintenant ?» demande-t-elle sur un ton mêlant moquerie et agacement. Clara ne répond pas. Elle se sert juste un verre d'eau. Madame Dupont la regarde du coin de l'œil. « Vous êtes entrée dans le bureau, n'est-ce pas ?» Clara hoche la tête sans parler. Madame Dupont pousse un soupir. Personne n'entre là. Dedans depuis la mort de Sophie. Même lui n'ose rien toucher. Mais il semblerait que vous fassiez ressortir tout ce qu'il gardait. Clara ne sait pas si c'est un reproche ou une observation. Elle pose le verre sur la table et s'assied. Sa tête tourne. Sophie n'est plus vivante, mais elle est présente dans chaque recoin, et cette présence ne laisse de place à personne d'autre. Antoine est toujours lié à elle, c'est clair. Mais il est également clair que les enfants commencent à se détacher, et lui, il semble ne pas savoir quoi faire de ce changement. Ce soir-là, Clara s'approche des jumeaux pendant qu'ils assemblent un puzzle. Elle leur pose des questions sur leur mère. Chloé baisse les yeux. Lucas dit « Elle chantait en cuisinant ». Clara sourit. Que chantait-elle? Une vieille chanson, celle des éléphants qui se balançaient. Clara commence à la chanter doucement. Chloé la regarde. « Tu la connaissais ?» Clara secoue la tête. « Mais je peux l'apprendre. » Ils chantent un petit moment. Puis elle les emmène dormir, leur donne un baiser sur le front et, quand elle sort de la chambre, elle reste un moment dehors. Le couloir est sombre. Au fond, on voit la porte du bureau fermée. Clara sait qu'elle ne doit plus y entrer, mais elle sait aussi que cette pièce n'est pas seulement pleine de souvenirs, elle est pleine de secrets. Et tôt ou tard, ces secrets allaient sortir parce que Sophie n'est plus là, mais son ombre commande encore. Ce matin-là, Clara descend avec les enfants après le petit déjeuner. Ils sont contents, riant de quelque chose que Lucas a dit à propos d'un chat dont il avait rêvé. Clara les tient par la main, un de chaque côté. La cuisine sent le pain frais, et Madame Dupont est de meilleure humeur que les autres jours. Elle a même laissé la radio allumée doucement. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'une voix connue, forte et autoritaire, se fasse entendre depuis le couloir. Et cette scène si joyeuse, dit une femme mince aux cheveux châtains, très soignée pour une heure si matinale. Elle porte des talons, un sac de marque et des lunettes qu'elle retire avec élégance. Clara ne la connaît pas, mais à la façon dont les enfants se raidissent, elle sait que c'est quelqu'un d'important. Antoine apparaît juste derrière elle. « Agnès, tu es arrivée tôt », dit-il avec un sourire qui ne semble pas très honnête. Agnès, la tante, sœur de Sophie, Clara avait entendu parler d'elle, mais ne l'avait pas vue en personne. Chloé lâche la main de Clara et se cache un peu derrière son père. Lucas reste immobile. Clara sent que l'air s'est refroidi sans explication. Agnès marche d'un pas ferme vers les enfants. Elle leur donne un baiser sur le front à tous les deux, mais ils ne réagissent pas. Puis elle regarde Clara de la tête aux pieds. « Et vous êtes la nouvelle nounou ?» Clara hoche la tête. « Enchantée, je suis Clara. » Agnès ne lui rend pas son salut. Elle lui sourit juste sans envie.
Antoine, pouvons-nous parler en privé? Il hésite une seconde. Bien sûr. Accompagnez-moi au bureau. Avant de partir, Antoine fait un geste à Clara comme pour dire « Calmez-vous ». Mais elle sent qu'elle ne l'est pas. Dès que la porte du bureau se ferme, Madame Dupont s'approche. « La tempête est arrivée », dit-elle doucement. Clara ne comprend pas. « Pourquoi dites-vous cela ?» Madame Dupont fait la grimace. « Agnès veut diriger cette maison. Elle l'a toujours voulu et elle n'aimera pas ce que vous faites avec les enfants. » Clara déglutit. Elle ne faisait que son travail, rien de plus. Mais Madame Dupont a raison. Agnès ne semble pas à l'aise avec sa présence. Ce même jour, Agnès ressort du bureau avec Antoine. Elle reste dans la maison toute la journée, se promenant comme si elle en était la propriétaire. Clara la voit entrer dans la salle de jeu, vérifier les livres de contes ou la garde-robe des enfants. À l'heure du déjeuner, elle s'assied en bout de table. Antoine d'un côté, les enfants en face, Clara à l'autre extrémité. « On m'a dit que maintenant vous cuisinez », dit Agnès en regardant sa serviette. « Oui », répond Clara calmement. « Ça vous plaît ?» Agnès laisse échapper un petit rire. « Oui, bien sûr. Les enfants riches aiment toujours jouer à être pauvres un moment. » Antoine la regarde du coin de l'œil, agacé. Clara respire profondément. Elle ne va pas s'accrocher. Après le déjeuner, Chloé veut dessiner. Mais Agnès dit qu'elle doit changer de vêtements parce qu'elle est désordonnée. Lucas veut jouer dans le jardin, mais elle dit qu'il pourrait tomber malade à cause de l'humidité. Clara ne dit rien, mais les enfants la regardent avec un air de « Et maintenant ?» Plus tard, Clara va chercher Antoine. Elle le trouve dans le bureau. Il lui ouvre la porte avec un air fatigué. « Tout va bien ?» demande-t-elle. Antoine hoche la tête. Agnès vient juste s'assurer que tout continue normalement. Clara le regarde. Mais les choses ne sont plus normales, elles vont mieux. Antoine baisse les yeux. C'est ce qui la dérange. Ce soir-là, après le départ d'Agnès, Antoine descend dans le jardin où Clara ramasse des jouets. Il l'aide sans rien dire pendant quelques minutes. Puis, sans la regarder dans les yeux, il dit « Elle pense que vous occupez une place qui ne vous revient pas. » Clara s'arrête. « Et vous, qu'en pensez-vous » Antoine lève les yeux. « Je ne sais pas, mais les enfants ont besoin de vous, et cela pèse plus que n'importe quelle opinion. » C'est la première fois que Clara sent que quelque chose est en train de changer entre eux. Ce n'est pas seulement du respect, il y a autre chose. Quelque chose qu'Agnès n'aimera pas. Et elle le sait parce que la jalousie ne concerne plus seulement les enfants. Elle concerne tout ce que Clara commence à faire bouger dans cette maison. Ce samedi, le soleil se lève, invitant à sortir. Clara réveille les enfants plus tôt que d'habitude. Elle leur met des vêtements confortables, des baskets et prépare un sac à dos avec de l'eau, des fruits et des biscuits. Lucas demande où ils vont. Clara se contente de sourire. Dans un endroit que vous ne connaissez pas bien. Chloé lève un sourcil, mais ne dit rien. Ils descendent en silence. Antoine n'est pas là. Selon Madame Dupont, il est parti tôt pour une réunion. Cela laisse à Clara de l'espace pour agir. Elle marche avec les enfants le long du long couloir qui mène au fond du jardin. Là, il y a une grille toujours cadenassée. Clara avait vu cette grille dès le premier jour, mais n'avait jamais osé poser de questions. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Lucas lui dise à voix basse qu'il y avait quelque chose d'amusant derrière, que leur mère les laissait jouer là, bas avant tout. La grille est rouillée. Clara met la main dans sa poche et en sort une vieille clé qu'elle a trouvée dans un tiroir de la boîte à outils. Elle s'emboîte parfaitement. Le clic du cadenas est doux, mais dans sa tête, cela sonne comme si elle enfreignait une très grande règle. Elle ouvre lentement. Chloé se blottit contre son flanc. Lucas entre le premier. L'espace est un deuxième jardin caché, plus sauvage avec de l'herbe haute, des arbres tordus, une cabane en bois à moitié cassée, une corde pendue à une branche et une vieille balançoire, le tout couvert de feuilles séchées. Mais dans l'air, il y a quelque chose de spécial, comme si quelque chose de bon s'y était passé il y a longtemps. « Qu'est-ce que c'est cet endroit ?» demande Chloé à voix basse. Clara s'accroupit devant elle. « C'est votre endroit, vous le connaissiez mieux que quiconque. » Lucas commence à courir. Chloé reste immobile quelques secondes, puis le suit. Clara les regarde jouer. Il n'y a pas de cris forts, mais des rires réels. La balançoire grince, mais tient bon. Lucas monte le premier. Chloé pousse par derrière. Clara cherche un vieux banc et s'y assied. Elle sort les jus et les pose sur une couverture. On se sent comme un jour de pique-nique dans une maison géante. Les enfants découvrent une boîte enterrée, ils la sortent avec leurs mains. Elle est pleine de jouets mouillés par le temps, mais parmi eux il y a des photos, des pierres peintes, des cartes avec des dessins. Chloé en trouve une où il est écrit « Club secret de Chloé et Lucas ». Clara sent un nœud dans la poitrine. « On peut reconstruire la cabane ?» demande Lucas. « Bien sûr que oui », répond Clara sans hésiter. Il passe des heures parmi les branches, les pierres, les feuilles séchées et les petits cris d'excitation. Chloé trouve une poupée cassée et l'assied dans un coin de la cabane. Lucas pose une grosse pierre comme un siège. Clara répare le toit avec une vieille bâche qu'elle a dans son sac à dos. Ce n'est pas parfait,
Mais ils ne seront plus mouillés s'il pleut. Au milieu de tout cela, ils entendent des pas fermes. Antoine s'arrête net en voyant la grille ouverte. Il marche rapidement, le visage grave. Clara le voit venir, mais ne bouge pas. Les enfants non plus. Antoine regarde tout en silence. La balançoire, la cabane, les restes du pique-nique. Puis il parle doucement. « Qui vous a donné la permission d'entrer ici ?» Lucas le regarde avec peur. Chloé baisse la tête. Clara se lève. « Je les ai amenés. Cet endroit leur appartient et ils avaient besoin de revenir. » Antoine serre les lèvres, se tourne et regarde le grand arbre. Là, il y a une planche avec les noms des enfants gravés. « Sophie a créé cet endroit pour eux, » dit-il presque sans voix. C'était leur coin secret. Clara ne sait pas si elle doit parler ou se taire. « Et pourquoi l'avez-vous fermé ?» demande-t-elle enfin. Antoine met du temps à répondre. « Parce que ça me faisait mal, parce que je ne pouvais pas le voir sans penser à elle. » Clara le regarde droit dans les yeux, et eux non plus ne pouvaient pas l'oublier si on leur interdisait de s'en souvenir. Antoine reste immobile, puis s'approche de l'arbre, passe la main sur la planche et s'assied par terre. Lucas s'approche de lui. « Papa, on peut venir ici tous les jours ?» Antoine ne répond pas immédiatement, puis il le regarde. « Oui, mais seulement si vous en prenez soin. » Chloé s'approche de lui et lui pose la carte du club secret sur les jambes. Antoine la regarde, sourit à peine et la range dans sa veste. Cet après-midi-là, personne ne mentionne le mot « interdit ». Personne ne ferme la grille. Personne ne fait semblant que rien ne s'est passé car cet endroit plein de poussière et de branches a ramené quelque chose qui ne s'était pas fait sentir depuis longtemps. La liberté. Ce jour-là, Clara décide qu'elle ne cuisinera pas seule. Non pas parce qu'elle est fatiguée, mais parce qu'elle sent déjà que cuisiner avec les enfants n'est pas une activité, mais un point de connexion. Ceux qui commencent dans la cuisine restent avec eux le reste de la journée. Et ce jour-là, elle a une idée différente. Le matin, elle va au marché, sans demander la permission. Elle dit à Madame Dupont qu'elle emmènera les enfants. Un point, c'est tout. Antoine n'est pas là. Agnès non plus. Madame Dupont soupire, mais ne l'arrête pas. Clara marche avec les jumeaux dans les allées du marché local animé. Elle les laisse toucher, sentir, goûter des choses. Ils achètent des radis beurre, des viennoiseries, des fraises fraîches, du comté et des ingrédients pour des quiches. Lucas choisit les légumes. Chloé trouve un petit bouquet de fleurs qu'elle veut ramener pour embellir la salle à manger. À leur retour, Clara les laisse aider pour tout. Chloé lave les fraises avec autant de soin que si c'était des bijoux. Lucas râpe le fromage et finit avec les doigts collants. Clara cuisine et chante une vieille chanson française que sa mère mettait à la maison. Les enfants ne connaissent pas les paroles, mais ils rient en l'écoutant. Vers 19, Clara met la table, mais pas dans la cuisine comme d'habitude. Cette fois, c'est dans la grande salle à manger, celle que personne n'utilise. Elle retire les vieilles nappes, mais les napperons que les enfants ont décorés avec des feutres et des serviettes de couleur. Au centre, le petit bouquet de fleurs que Chloé a rapporté. Lumière tamisée, odeur de nourriture chaude. Antoine apparaît juste au moment où elle allume la dernière bougie. Il s'arrête en voyant tout cela. Clara le regarde. « Vous restez dîner ?» Il fronce les sourcils comme si la question était étrange. « Ici ?»« Oui, avec nous. » Antoine hésite, puis il voit Lucas sortir avec la carafe d'eau, Chloé ranger les fourchettes et hoche la tête. Ils s'assoient tous les quatre. Clara serre les quiches et leur explique ce qu'ils ont fait. Tout cela, c'est eux qui l'ont choisi. Enfin, sauf la chanson. Chloé rit. Antoine prend la première bouchée et reste silencieux. Clara pense qu'il n'a pas aimé, mais il déglutit lentement et dit « C'est très bon ». Lucas ouvre les yeux. « Vraiment ? Oui, très bon ». Chloé met plus de fromage sur sa quiche. Le dîner se poursuit sans tension. Antoine pose des questions simples. Comment s'était passé le marché, ce qu'ils avaient acheté, s'ils avaient marchandé. Clara remarque qu'il ne parle pas comme un chef, il parle comme un père, comme un homme normal. À un moment, Lucas dit « Papa, tu te souviens quand maman faisait la soupe aux lettres ?» Antoine pose sa fourchette, sourit, mais ce sourire est à moitié doux, à moitié triste. Oui, elle aimait cacher des mots. Elle écrivait toujours « Je t'aime » avec des lettres, dit Chloé. Clara ne dit rien, elle les écoute juste. Après le repas, il ne se lève pas immédiatement. Chloé veut que tout le monde joue à « Que préfères-tu ?» avec des questions bêtes. « Tu préfères avoir un nez de clown ou des pieds de canard ?» Antoine rit. « Des pieds de canard. Comme ça, rien de mieux. » Clara ne l'avait jamais vu rire ainsi. Ce n'est pas un éclat de rire, mais un son genuin, pur, de quelqu'un qui avait oublié de rire depuis longtemps. Quand le jeu se termine, Clara commence à débarrasser les assiettes, mais Antoine l'arrête. « Laisse, j'aide. » Clara le regarde surprise. Il est déjà en train de porter les verres à la cuisine. Chloé applaudit comme si c'était un exploit. Papa fait la vaisselle. Lucas l'encourage. Antoine, en riant, dit juste « Aujourd'hui, tout est différent, n'est-ce pas ?» Et oui, ça l'est.
parce que ce dîner n'avait pas été planifié. Ce n'est pas un dîner élégant ni un événement spécial, c'est juste cela, un dîner, une table, de la nourriture faite avec amour, des mots simples. Mais pour cette maison, c'est comme une fête. Clara regarde Antoine sécher un verre avec un torchon, Chloé ranger les serviettes, Lucas aider à débarrasser le dîner sans que personne ne lui demande. Et elle pense que ce moment, aussi simple soit-il, est exactement ce dont cette famille avait besoin pour commencer à se sentir comme cela. Une famille. Tout commence un dimanche, un de ces jours lents où personne n'est pressé. Antoine est parti courir tôt. Les enfants sont occupés dans la salle de jeu à essayer de construire une forteresse avec des coussins. Clara, pendant ce temps, décide de ranger une vieille étagère dans le couloir du premier étage. Non par obligation, mais parce qu'elle a cette habitude de réparer ce que les autres ont oublié. Elle retire des livres poussiéreux, des papiers en vrac, des photos sans cadre. Derrière une pile de magazines, elle trouve une boîte en carton avec un ruban bleu noué lâchement. Elle n'a ni nom ni étiquette. Elle est cachée entre une encyclopédie cassée et un vase fissuré. La boîte ne pèse pas lourd. Clara la porte dans la buanderie, la pose sur la table et l'ouvre. À l'intérieur, il y a des choses simples. Des cartes d'anniversaire, un dessin d'enfant, une petite pochette avec des boutons et, au fond, un carnet à spirale. La couverture est griffonnée au marqueur noir. Sophie, rien qu'à moi. Clara le tient à deux mains. Son instinct lui dit de le refermer, mais quelque chose de plus fort lui dit de le lire. Elle ouvre la première page. L'écriture est jolie, avec des lettres rondes et claires. Sophie écrit comme elle parle. Ça se sent. Rien d'orné, tout est direct. Le premier paragraphe parle de Chloé vomissant sa première purée. Puis elle parle de Lucas et de sa manie de cacher des choses dans ses chaussures. Clara tourne les pages. Ce qu'elle tient dans les mains n'est pas un journal intime ordinaire, c'est plutôt une sorte d'exutoire, un espace où Sophie notait ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute. Il y a des notes sur Antoine, certaines douces, d'autres moins. L'une dit « Parfois j'ai l'impression qu'Antoine est là, mais il n'y est pas vraiment. Il regarde les enfants, mais pense à son travail ou à elle. » Clara ne comprend pas à qui elle se réfère par « elle ». Y avait-il quelqu'un d'autre? Plus loin, elle trouve quelque chose qui la glace. Une page arrachée, mais avec juste assez pour être lue. Un morceau. Agnès est revenue. Elle dit qu'elle ne veut pas nous séparer, mais son regard me transperce. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais vraiment lâché Antoine, même s'il jure que c'est mon imagination. Clara ferme le carnet un instant, regarde vers la porte. Personne ne l'a rouvert. Elle commence à lire plus en détail. Sophie raconte des moments heureux avec les enfants, des recettes qu'elle veut essayer, des phrases qu'elle ne veut pas oublier, mais il y a aussi beaucoup de fatigue dans ces mots, une fatigue émotionnelle, des doutes. Une ligne dit « J'ai mal au corps, mais j'ai encore plus mal à la tête de penser à tout ce que je t'ai. » Et puis, presque à la fin, elle trouve une autre phrase clé. « S'il m'arrive quelque chose, j'espère que quelqu'un comprendra ce que je n'ai pas pu dire à voix haute. » Clara ferme le journal avec force. Son cœur bat plus vite. Ce n'est pas des ragots, ce n'est pas de la curiosité malsaine. C'est comme si Sophie lui parlait d'ailleurs, lui racontant quelque chose que personne d'autre n'avait voulu voir. Clara range le précieux journal dans son sac à dos. Elle décide de ne rien dire pour l'instant, ni à Antoine, ni à Madame Dupont, ni à personne. Ce soir-là, elle ne peut pas bien dormir. Les mots de Sophie lui apparaissent comme si c'étaient les siens. Elle commence à voir Agnès d'un autre œil. Chaque sourire d'elle lui semble forcé, chaque commentaire un déguisement. Et le pire, c'est qu'Antoine ne semble pas s'en rendre compte ou ne veut pas le faire. Le lendemain matin, Chloé trouve Clara dans la cuisine et lui dit qu'elle veut écrire un journal comme celui de sa maman. « Comment sais-tu qu'elle en avait un ?» demande Clara. Une fois, elle m'a dit que quand elle était triste, elle écrivait et se sentait moins seule. Clara déglutit, lui donne un nouveau carnet et lui dit de faire de même. Chloé sourit, mais je ne veux pas écrire des choses tristes. Je veux raconter ce que j'aime chez toi. Clara ne sait pas quoi dire. Elle l'embrasse seulement. Mais elle n'est plus la même. Quelque chose a changé. Maintenant, elle sait que Sophie n'est pas morte en paix et que être sa mort a laissé plus de questions que de réponses. Le journal ne dit pas tout, mais il dit quelque chose de très clair. Sophie ne faisait pas confiance à tous ceux qu'elle avait près d'elle, et Clara commence maintenant à comprendre pourquoi. Depuis que Clara a lu le journal de Sophie, quelque chose en elle ne la laisse pas en paix. Elle parcourt la maison avec le même sourire. Elle cuisine, joue avec les enfants, elle écoute Madame Dupont parler de ses petits mots, mais intérieurement, elle ne peut s'empêcher de penser à ce qu'elle a lu, surtout à cette partie de « elle », cette femme que Sophie nomme sans nom, qui semble toujours être proche, bien que personne n'en parle. Il ne faut pas longtemps avant qu'Agnès n'apparaisse à nouveau. Cette fois, elle arrive avec des valises. « Je ne resterai que quelques jours », dit-elle de sa voix sèche habituelle. Antoine ne proteste pas. Il semble fatigué, distrait. Clara n'est pas surprise. Ce qui la surprend,
C'est le changement chez les enfants. Dès qu'ils voient leur tante, ils deviennent sérieux. Chloé cesse de parler à Clara pendant un moment. Lucas devient plus silencieux. C'est comme si la présence d'Agnès les faisait se recroqueviller. Agnès s'installe dans l'une des chambres d'amis, mais ne reste pas immobile. Elle va et vient comme si elle inspectait tout. Elle commente des choses sans que personne ne le lui demande. Cette nappe est tachée. Les enfants ne devraient pas courir dans la maison. Je ne comprends pas comment Clara a autant d'accès à tout. Personne ne lui répond. Mais l'ambiance n'est plus la même. Un après-midi, Clara est dans la bibliothèque avec les enfants. Elle leur lit une histoire quand elle entend quelqu'un parler au téléphone dans le couloir. C'est Agnès. Son ton n'est pas le même qu'à l'habitude. Elle est agacée. Non, je ne peux pas le forcer. Pas encore. Il est étrange. Plus proche d'elle. Oui, la nounou. Je t'avais dit que ce n'était pas n'importe qui. Clara reste figée. Ce n'est pas son genre d'écouter les conversations, mais cette voix basse et nerveuse la fait rester immobile. Sophie était au courant. Bien sûr qu'elle était au courant, dit Agnès de l'autre côté de la porte. C'est pour ça que tout a dégénéré. C'est pour ça qu'elle a commencé à écrire des choses. Ne t'inquiète pas. Personne ne lira ça. Clara porte une main à sa poitrine. Le journal. C'est ça qu'Agnès voulait cacher? Elle ferme le livre de comptes, donne un baiser aux enfants et sort avec une excuse. Quand elle arrive dans le couloir, Agnès n'est plus là. Il ne reste que ce silence suspect que laisse quelqu'un après avoir caché quelque chose. Ce soir-là, Clara ne peut supporter le doute. Elle cherche Madame Dupont dans la cuisine. Elle lui sert un thé et s'assied en face d'elle. Saviez-vous si Sophie suspectait Agnès? Madame Dupont la regarde comme si elle lui avait posé la question la plus dangereuse du monde. Elle ne répond pas immédiatement. Vous? Pourquoi demandez-vous cela? Clara hausse les épaules. C'est juste un doute. Madame Dupont baisse la voix. Écoutez, je ne vais pas mettre ma main au feu pour personne. Mais Sophie était intelligente. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Clara s'approche un peu. Des choses comme quoi? Madame Dupont la regarde. Comme quoi Agnès ne venait pas seulement voir les enfants. Elle venait pour Antoine. Clara n'a pas besoin d'en savoir plus. Son estomac se noue, elle commence à faire le lien, les visites constantes, le malaise de Sophie dans le journal, les phrases coupées, tout pointe vers la même chose. Antoine et Agnès ont eu quelque chose à un moment donné. Peu être avant Sophie, peu être pendant, et Sophie l'a su. Le lendemain, Clara va voir Antoine, le trouve dans le jardin lisant des papiers, elle s'assied à côté de lui sans détour. Vous et Agnès avez eu quelque chose. Antoine la regarde brusquement. Quoi? Ne me mentez pas, dites-moi juste la vérité. Il ferme les papiers. C'était avant Sophie, bien avant, nous étions jeunes. C'est arrivé une fois, ce n'était pas sérieux, mais Agnès ne l'a jamais vraiment lâché. Clara le regarde fixement. Sophie le savait. Antoine baisse les yeux. Oui, et ça lui a fait beaucoup de mal, Clara déglutit. Elle ne sait pas si elle doit ressentir de la rage ou de la compassion. Et pourquoi l'avez-vous laissé rester à la maison? Antoine se frotte le visage. Parce que c'est la tante des enfants, parce que je me sens coupable, parce que je ne veux plus de problèmes. Clara se lève. Eh bien, les problèmes sont déjà là, et ils sont déguisés en famille. Ce soir-là, Clara relit le journal. Elle relit cette phrase. S'il m'arrive quelque chose, j'espère que quelqu'un comprendra ce que je n'ai pas pu dire à voix haute. Maintenant, elle comprend. Pas de preuves, mais avec l'instinct de quelqu'un qui ne se laisse plus berner par les apparences. Dans cette maison, il y a beaucoup de mensonges cachés derrière les photos de famille, et ils ne viennent pas tous de l'extérieur. Certains vivent à l'intérieur depuis longtemps. Ce soir-là, la maison est silencieuse, mais d'un silence différent, pas tendu ni triste. C'est comme si tout était en pause. Les enfants se sont endormis rapidement après un long après-midi à jouer avec une boîte en carton que Chloé a transformée en château. Lucas s'est fait une épée avec une cuillère. Clara leur met de la musique de fond pendant qu'ils jouent et ne les presse pas pour le bain ni pour le dîner. Ils s'endorment sur le canapé en regardant un film de dragon. Antoine les porte jusqu'à leur chambre, ne dit rien, il les couche juste, les couvre et redescend avec Clara à la cuisine. Elle nettoie les restes du dîner. Il y a quelques assiettes sales, une casserole avec du riz collé et un verre à moitié rempli de jus. Antoine prend une serviette et commence à sécher sans qu'elle le lui demande. Clara le regarde comme quelqu'un qui voit quelque chose d'étrange, mais ne dit rien. « Ça va ?» demande-t-il sans la regarder. « Oui, j'ai juste la tête pleine », répond-elle en rinçant une cuillère. « À cause du journal », Clara s'arrête. « Vous saviez que Sophie en avait un ?» Antoine hoche très légèrement la tête. « Une fois, je l'ai vue écrire, mais je n'ai jamais su ce qu'elle y mettait. Je n'ai jamais demandé. » Clara ferme le robinet. L'eau cesse de couler. On n'entend que l'horloge accrochée au mur. Tic, tic, tic. Elle avait beaucoup de doutes, Antoine. Beaucoup de tristesse qui ne se voyait pas à première vue. Et elle ne faisait pas confiance à tout le monde. Antoine pose la serviette, s'appuie sur le comptoir, baisse la tête. Il n'est pas en colère,
il a juste l'air épuisé. « Je n'ai pas été le meilleur mari », dit-il sans élever la voix. « Parfois, je m'enfermais dans le travail. Parfois, je ne voyais pas ce que j'avais sous les yeux, et maintenant j'ai peur de le répéter. » Clara s'approche un peu. Elle ne sait pas si elle doit parler ou non, mais quelque chose en elle la pousse. « Vous ne le répétez pas, vous essayez, vous êtes là. » Antoine la regarde. Elle le regarde aussi. Il n'y a pas de musique, pas de mots doux, pas de lumière spéciale. Juste ce moment étrange où deux personnes restent plus longtemps qu'elles ne devraient à se regarder. Il fait un pas. Elle ne bouge pas. La cuisine devient plus petite, plus intime. Antoine lève la main et lui replace une mèche de cheveux derrière l'oreille. Clara déglutit. Son cœur bat si fort qu'elle pense qu'on l'entend. « Je peux ?» dit-il sans finir la phrase. Clara hoche la tête et ça arrive. Un baiser. Rien de cinématique, rien d'exagéré, juste ses lèvres touchant les siennes. Chaleureux, vrai, de ceux qui ne cherchent pas à impressionner, juste à connecter. Quand ils se séparent, Clara baisse les yeux. Antoine aussi. Les deux sourient à peine. « Je ne sais pas ce que c'était », dit Clara. « Moi non plus », répond Antoine. Il reste là un peu plus longtemps sans parler. Puis elle retourne à l'évier, lave la dernière assiette. Il prend sa veste et la salue d'un geste. « Reposez-vous, Clara. Vous aussi. » Ce soir-là, Clara s'assit sur le bord de son lit sans savoir quoi penser. Ce n'est pas encore de l'amour. Ce n'est pas une histoire de feuilleton, mais il y a quelque chose de réel, quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Un baiser ne change pas tout, mais il en dit beaucoup, et celui-ci dit exactement ce qu'aucun des deux n'osait dire à voix haute. Agnès ne se donne pas pour vaincue. Ce matin-là, elle entre dans la cuisine sans permission, avec un plateau de biscuits chers. Elle s'assied à la table de la salle à manger, secoue sa serviette et les pose devant Madame Dupont et Clara. « Une petite attention pour tout le monde », dit-elle de sa voix froide. Clara la regarde, mais ne dit rien. Madame Dupont lève les yeux au ciel en silence. Agnès se lève et va directement au bureau d'Antoine. Clara et Madame Dupont la voient passer. La tension est évidente. 1 minute passe. 2. Puis Agnès sort avec une enveloppe à la main et la remet à Madame Dupont. « S'il vous plaît, donnez-la à monsieur quand il sera seul. » Madame Dupont la range sans regarder. 1 demi-heure plus tard, Antoine apparaît et trouve l'enveloppe sur son bureau. Il l'ouvre et en sort des photos imprimées. Ce sont des photos de Clara, une avec les enfants au marché, une autre dans la cuisine, une autre encore où lui et elle marchent près du jardin. Des photos que quelqu'un a prises avec soin. Antoine fronce les sourcils. Agnès entre et se tient droite. « Je veux te prévenir de quelque chose, mon frère, et il vaut mieux que tu le saches de moi avant que d'un autre. » Antoine la regarde. « À propos de quoi ?» Agnès pose l'enveloppe à côté des photos. « À propos de Clara. » Il ouvre les photos, les parcours sans comprendre. « Que veux-tu dire ?» Agnès reste silencieuse 1 seconde comme pour évaluer. On dit que cette femme a un passé compliqué. Sais-tu ce qu'on dit dans le village où elle a vécu? Laisse-moi te montrer autre chose. Du plateau, elle sort des coupures de presse, des captures d'écran de réseaux sociaux. Elle parle de choses imprécises. Possible escroquerie, nounou renvoyé pour insubordination, grande maison vendue par elle, sans contexte réel. Clara apparaît sur ces images, désignée du doigt. Antoine lève le regard, furieux. Ce n'est pas vrai. Agnès pousse les preuves sur la table. Tu le crois ou pas? Mais je te le dis, car si cela éclate, tu seras au milieu, tu perdras la garde des enfants, le prestige, tout. Clara apparaît dans le bureau sans que personne ne s'en rende compte. Elle entend chaque mot. Son monde s'écroule. Antoine voit Clara là, debout. Ses muscles se tendent. Il regarde les papiers, puis elle. « C'est vrai ?» demande-t-il. Clara nie. « Non, jamais. Je ne sais pas qui a dit ça. » Elle a l'air vulnérable. Antoine se tourne vers Agnès. « Où as-tu obtenu ça ?» Elle lève le menton. « On cherche. C'est sur Internet. » Antoine prend des papiers et commence à les brûler avec un briquet. Agnès ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il l'interrompt. « Cela ne m'intéresse pas. Tu comprends ?» Agnès ne dit rien, elle respire juste profondément et s'en va sans regarder en arrière. Elle s'en va d'un pas ferme, ses talons marquant les carreaux. Clara sort du bureau. Antoine la trouve à la porte. « Je suis désolé », dit-il d'une voix fatiguée. Clara le regarde et essaie de se reprendre. « Je ne vous décevrai pas. » Antoine l'embrasse, et pour la première fois, il parle comme un père et comme un partenaire. « Je te crois. Ce câlin n'est pas de travail, il est de famille. » Ce qu'Agnès a fait n'a pas seulement semé le doute. Cela a aussi activé quelque chose chez Antoine, le besoin de protéger ceux qu'il aime. Et Clara, sans dire un mot de plus, le sait et sent que le coup d'Agnès ne restera pas sans réponse. Ce soir-là, Clara ne dîne pas. Elle n'a pas faim. Elle reste assise dans la buanderie, la tête appuyée contre le mur et les yeux fixés sur le vide. Le dos lui fait mal, mais son cœur lui fait encore plus mal. Pas à cause des photos ni de ce qu'Agnès a dit. Elle a déjà vécu cela. Ce qui fait mal,
c'est de voir comment tout ce qu'elle a construit avec les enfants pourrait s'effondrer en une seconde, juste à cause de ce que quelqu'un d'autre déciderait de raconter de sa vie. Antoine n'insiste pas. Il la laisse seule, mais demande à Madame Dupont de lui apporter un thé. Clara le goûte à peine. À minuit, elle frappe à la porte d'Antoine. Il ouvre avec un air fatigué. Sans un mot, Clara entre, s'assied sur le canapé. Lui aussi. Un silence s'installe pendant quelques secondes. Puis elle parle. « Oui, j'ai eu des problèmes, mais pas comme ils l'ont raconté. » Antoine l'écoute seulement. « J'avais un frère plus jeune, il s'appelait Michel. Quand nous étions enfants, il est tombé très malade. Mes parents n'avaient pas d'argent. Parfois, nous mangions un jour sur deux. Je m'occupais de lui. Je lui faisais des soupes avec de l'eau, du riz avec de l'air. Un jour, il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. » Antoine déglutit. Clara continue. « Ce n'était pas ma faute, mais on m'a jugé. On a dit que je l'avais négligé, que je n'avais pas fait assez. J'avais 14 ans, Antoine. Que pouvais-je faire? De là est venu tout. La colère, la culpabilité, la façon dont les gens me voient. Je suis parti du village. J'ai changé de nom pendant un temps. J'ai travaillé à nettoyer des maisons, à garder des enfants, toujours avec l'idée que je pouvais aider quelqu'un d'autre, comme je n'ai pas pu aider Michel. » Antoine ne sait pas quoi dire. Clara le regarde, les yeux humides. « Et c'est tout. Je ne suis pas un danger. Je ne suis pas une voleuse. Juste quelqu'un qui a dû recommencer de nombreuses fois à zéro. » Antoine se lève, marche dans le salon, puis s'approche. « Et pourquoi me le racontez-vous maintenant? » « Parce que je ne veux pas qu'Agnès vous le dise. Je veux que vous le sachiez de moi. » Antoine s'accroupit devant elle, lui prend les mains. « Merci. » Ce soir-là, rien d'autre ne se passe. Pas de baiser, pas de câlin, pas de caresse. Juste deux personnes qui se regardent avec respect, avec vérité. Deux personnes qui n'ont plus de secret l'un pour l'autre. Le lendemain, Antoine ne permet pas à Agnès de descendre déjeuner avec les enfants. Il lui demande de partir. Il lui dit qu'elle n'est plus la bienvenue si elle vient semer le doute. Clara le sait par Madame Dupont, mais ne demande rien de plus car maintenant elle a lâché ce qu'elle portait. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressent pas de culpabilité, seulement du soulagement. Après qu'Antoine ait confronté Agnès et qu'elle soit partie ce matin-là, quelque chose change dans la demeure. Ce n'est plus seulement un silence inconfortable, il y a maintenant de la tension dans l'air. Clara le sent à chaque pas qu'elle fait dans les couloirs, à chaque regard que Madame Dupont lui lance depuis la cuisine, à chaque geste des enfants en la regardant avant de dormir. Antoine redevient le père proche, mais aussi plus sérieux. Il pèse chaque mot. Parfois, quand il parle avec Clara à proximité, il murmure un peu, non pas pour cacher, mais pour contenir. Clara le remarque une fois de plus quand elle décide de parler avec Chloé dans la salle de jeu. Chloé la regarde et dit seulement « Tante Agnès est partie ». Elle ne demande pas pourquoi. Elle ne dit pas « Tant mieux qu'elle soit partie ». Elle affirme juste un fait et reste silencieuse. C'est une enfant, mais elle comprend plus que quiconque ne le pense. Madame Dupont est de plus en plus sur la défensive. Elle la regarde avec un air interrogateur. Elle lui demande ce qu'elle fait dans certaines pièces, des questions qui ressemblent à peine à des rumeurs et qui arrivent directement à l'oreille de Clara. Elle répond calmement et poursuit son chemin sans s'arrêter. Mais ce bruit d'ongles sur le verre lorsque Madame Dupont nettoie les fenêtres est comme un jugement silencieux. Les regards croisés commencent, Antoine et Clara, en même temps, veulent parler, mais se retiennent. À la table de la salle à manger, les assiettes se remplissent de nourriture chaude. Mais personne ne parle beaucoup. Chloé demande un soir pourquoi on ne parle plus de maman. Antoine tente de donner une réponse cohérente, mais s'arrête au milieu. Clara couvre le silence. « Nous pouvons en parler quand vous voulez. » Antoine la regarde et sourit comme pour dire « Merci, des jours passent sans qu'Agnès ne revienne. » Ce qu'il pensait allait apporter le calme a en réalité apporté plus de questions. Clara trouve une lettre enroulée dans l'un des livres de Sophie qui a été oubliée. Elle l'ouvre. Elle est incomplète, mais elle dit quelque chose comme « Je ne lui fais pas confiance quand » et elle se coupe. Clara sent qu'elle n'est plus seulement novice dans la maison. Elle est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sait ce qui est resté dans les recoins. Un jour, pendant que les enfants jouent dans le jardin, Antoine s'assied avec Clara sur l'herbe. Sa main cherche la sienne. Il ne veut pas parler, il a juste besoin de sentir. Clara lui serre les doigts. Elle aussi pense à tout cela, le journal, les lettres, les regards, les suspicions que personne ne dit à voix haute, mais qui flottent dans chaque recoin. Le soir, quand les lumières de la salle à manger s'allument pour le dîner, Madame Dupont n'apparaît pas. Clara va à la cuisine et la trouve nettoyant une assiette. Elle s'approche. « Il se passe quelque chose ?» demande Clara. Madame Dupont ne répond pas tout de suite. Puis elle dit « Je nettoie juste pour ne pas penser ». Clara comprend que ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de tout ce qui se passe. Et elle comprend aussi que chaque personne ici vit son propre tremblement de terre. Lucas, cette même semaine, casse un verre en jouant par inadvertance. Quand Clara va le prendre dans ses bras, il recule, crie « Ne fais pas ça !» De cette petite voix brisée, Clara s'arrête.
Le verre reste au sol en morceaux et en jus. Antoine arrive en courant. Chloé commence à pleurer. Le chaos ne manque pas, mais tout est rapide. Clara nettoie. Antoine prend l'enfant. Chloé embrasse son frère et puis vient un silence profond. Antoine regarde Clara. « Nous ne voulons pas ça, dit-il. »« Je sais, répond-elle, mais cela fait partie de ce que nous devons guérir. » Clara hoche la tête, et encore une fois, cette conversation reste seulement entre eux. Personne ne dit rien à voix haute, mais tout est là. Ce soir-là, avant de dormir, Clara reste un moment assise à côté des jumeaux. Elle leur dit que tout ira bien et leur raconte une histoire simple, sans morale ni leçon, juste une histoire inventée sur deux frères qui, même s'ils doutent parfois, s'aiment toujours. Les enfants l'écoutent s'endormir. Quand elle sort dans le couloir, elle croise Antoine. Les deux se regardent. Ils savent qu'ils sont ensemble dans cette épreuve. La tension n'a pas disparu. Les suspicions planent toujours. Mais il y a maintenant quelque chose de plus. Une alliance. Un lien qui ne se voit pas, mais qui a été renforcé par la vérité partagée, les peurs avouées et les petites certitudes qu'ils construisent pas à pas. Rien n'est parfait, rien n'est résolu, mais au moins maintenant ils savent ce qu'ils doivent affronter. Et cette idée, pour la première fois, leur fait sentir qu'ils peuvent tout surmonter. Ce vendredi commence avec beaucoup d'agitation. Clara est la première à se lever. Elle a préparé les sacs à dos la veille, mais vérifie tout 3 fois quand même. Elle met les sandwichs dans des sacs, y glisse du jus, des biscuits, un vêtement de rechange au cas où et de la crème solaire. Les enfants sont excités. Ils vont au parc zoologique avec l'école. C'est leur première sortie scolaire depuis la mort de Sophie. Antoine a une réunion tôt, mais avant de partir, il s'accroupit à la hauteur de Chloé et Lucas. Il ajuste leur sac à dos, leur donne un baiser sur le front à tous les deux et regarde Clara. Merci de les accompagner. Elle hoche la tête avec un sourire. Elle sait qu'Antoine ne le dit pas par obligation. Il lui fait vraiment confiance. À l'entrée de l'école, le bus est déjà garé. Clara arrive avec les enfants et ils se mettent en rang avec leur groupe. Les autres enfants sont excités, sautent, parlent fort. Les jumeaux restent collés à Clara, comme si le bruit les mettait mal à l'aise. La maîtresse en charge, une femme au regard aimable, salue Clara avec un sourire de soulagement. Merci d'être venue. Parfois, ils sont nerveux avec tout ce bruit. Clara comprend tout avec cette seule phrase. Le trajet en bus est long. Chloé s'assied du côté de la fenêtre. Clara au milieu, Lucas de l'autre côté. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils regardent le paysage défiler. De temps en temps, Clara leur montre quelque chose. Un magasin en forme de château. Une maison avec un jardin plein de fleurs. Lucas sourit à moitié. Chloé sort son carnet et commence à dessiner des arbres. Quand ils arrivent au parc zoologique, ils descendent en file, chaque groupe avec son guide. Clara reste avec eux tout le temps. Au début, Lucas ne lâche pas sa main. Chloé marche à petits pas, regardant partout. Ce n'est pas de la peur, c'est autre chose. Comme s'ils ne se sentaient pas complètement intégrés. Ils vont à la zone des girafes, puis à la zone des oiseaux exotiques. Clara leur achète une glace. La journée se déroule tranquillement jusqu'à l'heure du déjeuner. Les groupes se séparent. Clara doit s'asseoir à une table sous une paillote avec les enfants et 2 autres mères. En ouvrant les sacs à dos, elle remarque que Chloé est étrange, très silencieuse. Elle ne veut pas manger. Lucas la regarde, mais ne dit rien. Clara se penche. « Tout va bien, Chloé ?» La petite fille secoue la tête. Clara pose sa main sur la sienne. « Tu veux qu'on aille aux toilettes ?» Chloé la regarde seulement, les yeux brillants. Clara comprend instantanément, se lève avec elle, l'emmène loin du groupe. Chloé s'assied sur un banc et éclate en sanglots. Clara s'accroupit à sa hauteur, ne dit rien, elle attend. Quand la petite fille peut parler, elle dit à voix basse « On venait ici avec maman ». Clara sent un nœud dans la poitrine. Elle nous emmenait et nous disait que les ours étaient nos oncles. Clara rit doucement. « Et les tigres étaient nos cousins », répond la petite fille avec un sourire mouillé. Lucas arrive en courant. « Ça va ?» Clara l'embrasse. « Oui, nous nous souvenons juste de jolies choses. » Lucas s'assied à côté de sa sœur. Moi aussi, je me suis souvenu de la photo avec les éléphants. Papa là sur son bureau. Clara les serre tous les deux sans serrer. Elle les tient juste, et les 3 restent là en silence avec le bruit du parc zoologique en fond et les souvenirs flottant entre eux. Le reste de la journée est plus doux. Clara leur achète de petits bracelets en forme d'animaux. Chloé choisit une tortue. Lucas, un lion. Clara n'en veut pas. Je suis le guide. Vous êtes les explorateurs. Les enfants sourient. Sur le chemin du retour, les 2 s'endorment appuyés sur Clara, un de chaque côté. Elles les couvrent avec leur veste et regardent par la fenêtre. Elles pensent à tout ce qui ne se dit pas avec des mots, à tout ce qui guérit, juste en étant là, en étant vraiment là. Quand ils rentrent à la maison, Antoine les reçoit à la porte. Clara descend la première, puis les enfants courent l'embrasser. Il les prend tous les 2 en même temps. « Vous vous êtes bien tenus ?»« Oui, mais j'ai eu de la tristesse, » dit Chloé. Antoine la regarde sérieusement. « Pourquoi ?»« Parce que je me suis souvenu de maman.
Antoine déglutit. Moi aussi, je me souviens beaucoup d'elle. Clara observe seulement. Antoine lève les yeux. Merci pour tout, Clara. Elle sourit. Il n'en faut pas plus. La sortie scolaire n'a pas seulement été une promenade. Ce fut un test. Et même si personne ne l'a dit à voix haute, ils savent que Clara n'est pas seulement la nounou. C'est la personne qui sait comment porter les larmes, les rires et les souvenirs, sans se briser. L'ambiance dans la demeure est plus tendue que jamais. Agnès est revenue sans prévenir. Clara la voit dans le salon, debout près du vieux piano, regardant des photos de famille. Elle a les bras croisés et un sourire froid. Antoine apparaît à ses côtés avec un regard dur. Tout présage une tempête. Agnès parle la première, sans saluer. « Je suis juste venu finir ce que j'ai commencé. » Antoine la regarde sans rien dire. Les enfants sont cachés dans le couloir, mais ils peuvent entendre. Clara se met entre eux et Agnès pour les protéger. Agnès rit un peu. « Les enfants ne comprendront pas, mais vous, oui. » Elle regarde Clara dans les yeux. « J'ai apporté quelque chose qui vous fera fuir. » Antoine s'approche. Agnès sort une enveloppe, la jette par terre devant lui. Des photos, des documents, de vieilles factures avec la signature de Clara. Un mélange d'accusations, de prétendues dettes impayées, de fausses références. Clara sent un trou dans son estomac, mais respire profondément, rien qu'elle ne puisse affronter. Antoine prend l'enveloppe avec soin. La tension est palpable. Agnès les observe, satisfaite. « Mes papiers ?» demande Clara d'une voix ferme. « Maintenant, vous voulez bien écouter. » Agnès hoche la tête. « Tout cela, je l'ai obtenu avec un détective privé. Ils disent que vous avez menti sur votre CV, que vous avez volé des documents et que demander de l'argent fait partie de vos habitudes. » Clara frissonne et se couvre la bouche en écoutant. Elle sait que ce qui est dit semble grave, mais elle refuse de laisser cela définir sa vie. Antoine pose l'enveloppe, regarde d'abord Clara, puis Agnès. Il est confus. Il semble vouloir protéger Clara, mais il veut aussi des preuves. « C'est vrai ?» demande-t-il à voix basse. Clara secoue la tête. « Non, tout est mensonge, falsification. » Antoine lève les yeux, cherchant sur son visage un signe. Il ne trouve rien. Sa main tremble. Agnès fait un pas en avant. « Tu dois me croire. Je ne voulais pas en arriver là, mais je t'ai prévenu. » Clara ne recule pas. Ses jambes tremblent, mais elle reste ferme. « Vous ne savez rien de moi. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Vous n'avez pas le droit de ruiner ma vie avec des mensonges. » La maison est silencieuse. On n'entend que les horloges marquant le temps. Antoine pose l'enveloppe sur une table voisine, ferme les yeux et respire profondément. Quand il les ouvre, sa voix est plus claire. « Si tout cela est un mensonge, nous le prouverons. » Il regarde Agnès. « Qui a inventé ça ?» Elle le regarde seulement avec mépris. « Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que tu as été prévenu. » Antoine l'interrompt. « Je n'agirai pas sur de vagues avertissements. Je vais enquêter. Et tant qu'il n'y aura pas de preuves, je ne croirai rien de tout cela. » Clara sent un poids se soulever. Antoine lui tend la main. « Vous aurez mon soutien. » Elle peut à peine sourire. Les enfants sortent lentement, main dans la main. Chloé s'approche d'Antoine et lui tend une fleur. Un petit bagage de voyage, mais simple. Il la reçoit et la garde près de son cœur. Lucas embrasse Clara. « Je ne te laisserai jamais partir, » dit-il doucement. Clara lui caresse la tête. « Jamais. » Agnès respire profondément et se penche vers les enfants. « Vous ne savez pas ce que vous portez sur les épaules. » Antoine l'interrompt fermement. « Ni eux, ni toi. » Agnès hésite, puis elle fait demi-tour sans dire au revoir et sort de la maison. Clara et Antoine restent à regarder la porte se fermer. Il n'y a pas de joie ni de soulagement complet. Il y a un calme tendu, comme avant une tempête terminée. Mais il y a aussi autre chose, une promesse silencieuse. Ce soir-là, Clara restera pour parler avec Antoine, et le lendemain commencera la vraie vérité. Pas les rumeurs ni les mensonges, la vérité qu'ils pourront construire ensemble. Le lendemain matin commence avec un air différent. Le soleil entre par les grandes fenêtres du salon, mais ne réchauffe pas car il y a quelque chose de dense dans l'atmosphère. Clara s'assied sur le canapé près du bureau d'Antoine, tenant le journal de Sophie à la main. Ce n'est pas un hasard. Elle doit parler. Elle frappe à la porte. Antoine l'ouvre sans rien dire. Leurs regards se croisent. Il tremble un peu, comme s'il ne savait pas quoi dire en premier. « J'ai trouvé autre chose », lâche Clara sans détour. « Dans le journal, il y a des preuves qu'Agnès et vous avez eu quelque chose. » Antoine déglutit, ferme les yeux un instant, puis les ouvre et s'assied en face d'elle. Clara lui tend le journal ouvert à une page. On y voit la signature de Sophie et ses phrases coupées. Agnès venait ce soir-là. Antoine ne lâche pas le journal. Je ne lui fais pas confiance. C'est souligné en rouge. Clara attend. Antoine lit lentement, le pouce sur la page. Puis il ferme le journal et le pose sur la table. « Oui », dit-il d'une voix tremblante. « C'était une erreur du passé. J'étais confus. » Clara le regarde sans cligner des yeux. Sophie le savait. Antoine hoche la tête. « Oui, elle a écrit là, dessus. Elle disait que ça lui faisait mal de la voir près de moi.
Clara sent son cœur se serrer. Et vous ne m'avez jamais raconté. Antoine baisse la tête. Je n'ai pas su comment vous le dire. Je croyais que si je l'enterrais, ça ne pèserait plus. Je me suis trompé. Le salon reste silencieux. Les enfants, de l'autre côté de la porte, écoutent. Chloé serre la fleur qu'elle avait donnée plus tôt. Lucas s'accroche à sa chemise. Ils ne disent rien, mais ils occupent chaque atome du lieu. Clara respire. Ce n'est pas le pire, dit-elle d'une voix douce. Le pire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Antoine lève les yeux. Elle continue. Dans le journal, j'ai trouvé une page avec des chiffres. C'était un compte bancaire au nom d'Agnès. Il y a une ligne qui dit « Paiement pour le service que tu m'as rendu ». Antoine met les mains sur son visage. Oui, c'était avant le voyage. Elle m'a aidé avec une affaire d'importation. C'est quelque chose qui a dérapé. Clara comprend. Vous avez payé pour un service? Antoine hoche la tête, honteux. Oui, mais je ne le regrette pas. Je l'ai fait sous la pression parce qu'elle voulait retrouver du pouvoir. Clara ferme les yeux un instant. Sophie le savait, dit-elle avec fermeté. Et cela l'a tué de l'intérieur. Antoine ne sait pas quoi dire. Il porte la main à sa poitrine. J'ai tant de choses à vous demander. Clara l'interrompt. D'abord, je veux que vous me disiez si vous m'aimez pour moi, pas pour ce que vous pourriez avoir à prouver. Antoine la regarde sans ciller. Oui, je vous aime, et je ne veux pas vous perdre. Cela suffit. Clara ouvre les bras. Antoine s'approche et l'embrasse. Il reste là un moment, comme si l'étreinte servait à donner de l'air à tout ce qu'il n'avait pas dit. Et puis le son de pas doux. Les enfants apparaissent. Lucas avec son lion en peluche, Chloé avec sa tortue. Antoine les prend tous les deux et les encourage à embrasser Clara. Il n'y a pas de mots, juste des câlins lents, sincères, sans hâte. La caméra imaginaire de l'histoire capture tout. Larmes, silence, une famille qui se reconstruit là où elle s'était le plus brisée. Ce moment n'est pas une grande fin avec une musique de star. C'est un petit grand début. La vérité est sortie avec tout son poids, et cette vérité, bien qu'elle ouvre la porte à quelque chose de plus grand. Pardonner, faire confiance à nouveau, et surtout, arrêter de porter des fantômes. Le matin commence calmement, mais l'atmosphère est différente. Antoine n'est pas dans son bureau, alors Clara décide de l'attendre dans le salon avec le journal de Sophie ouvert sur la table basse. Les enfants jouent à proximité avec des blocs de bois, mais de temps en temps, ils lèvent les yeux. Chloé arrange un bloc et demande sans regarder « Ça va aller, Clara ?» Elle sourit et hoche la tête, mais son cœur bat fort. Antoine entre, s'arrête une seconde en la voyant. Sans plus attendre, il s'assied en face de Clara. Ne parle pas. Elle l'observe puis prend la première coupure de journal qu'elle a sortie. « Regardez ceci », dit-elle d'une voix douce. C'est un autre fragment de ce papier. Elle l'a retiré avec soin pour ne pas le déchirer. Il dit quelque chose que Sophie avait barré d'un stylo rouge. S'il m'embrasse à nouveau comme cette fois-là, je saurai qu'il ne m'a jamais quitté. Clara pose la coupure devant Antoine. Il respire profondément. Son visage se durcit. Il a peur de ce qui va suivre. Clara le sent. Cela confirme ce que je vous ai dit. Elle le savait. Antoine baisse les yeux et tient la coupure entre ses doigts comme si elle pesait dans sa paume. Elle l'a mis dans le journal parce que ça lui faisait mal. Clara veut parler, mais le laisse continuer. Le silence s'étend. Puis Antoine lève les yeux. Ce n'est pas seulement un souvenir flou, c'est quelque chose qui a marqué Sophie et qui nous a aussi marqué. Il fait une pause, déglutit. Je commence à comprendre pourquoi elle a tant changé avant de... Il ne finit pas sa phrase. Clara s'approche. Vous n'avez plus à garder le silence. Antoine la regarde dans les yeux, et dans ses yeux, il voit la force dont il a besoin. Le jour de son anniversaire, commence-t-il d'une voix rauque. Clara retient son souffle. Ce jour-là, Agnès est apparue avec un gâteau, avec des excuses. Sophie m'a raconté après qu'elle s'est sentie trahie. Elle ne comprenait pas pourquoi Agnès restait proche, pourquoi je la laissais entrer. Clara hoche la tête. Il est clair que chaque mot est un fardeau. Antoine se lève et marche vers la fenêtre. Il regarde le jardin. Je ne l'ai jamais considéré comme quelque chose de grave. Je le voyais comme le passé qui parlait. Je pensais pouvoir gérer ça, mais elle l'a ressenti comme une blessure ouverte. Il baisse la main et prend une chaise. Il s'assied près de Clara. Et le pire, c'est que je me suis tu parce que je ne savais pas quoi dire. Clara s'approche et lui prend la main. Il ferme les yeux une seconde, comme s'il voulait éviter de se briser. « Mon amour, je sais », lui dit-elle très doucement. « Vous n'aviez pas les mots, mais ça ne signifie pas que les blessures se sont refermées. » Antoine la regarde, sent le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. Puis il ouvre les yeux, respire profondément et dit « Quand Sophie est morte, je me suis senti libre et coupable. Libre d'une tension constante entre les deux sœurs, coupable de ne pas avoir parlé quand elle en avait le plus besoin. » Clara serre sa main, il ajoute. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de parler pour la première fois. Les enfants écoutent à proximité sans bouger. Chloé s'approche et pose sa main sur l'épaule d'Antoine. « Papa », dit-elle à voix basse. Ce mot le bouleverse. Il se penche, l'embrasse. Chloé hoche la tête, sans le lâcher.
Lucas se joint à eux. Antoine les serre tous les trois dans ses bras. Clara les réunit, une famille enlacée au centre du salon. Il n'y a pas de grands mots, pas de déclaration éternelle, juste cette longue étreinte où chacun lâche quelque chose. Chloé laisse tomber la fleur en plastique qu'elle avait apportée. Antoine ferme les yeux et la tient contre sa poitrine. Lucas appuie son visage contre la poitrine de Clara, et là, dans le silence le plus vrai, Antoine découvre que la vérité, quand elle arrive, ne vient pas avec des coups, elle vient avec calme et avec un câlin qui dit tout, sans parler. Ce jour-là, il découvre beaucoup de choses qu'il avait laissées passer, des mensonges, qu'il avait blessés sans le savoir, mais surtout, il découvre qu'il peut encore aimer, faire confiance et recommencer. Lui et sa famille découvrent aujourd'hui que la prochaine étape n'est pas d'effacer le passé, mais d'apprendre à marcher avec lui. Et cela, bien que ça ne sonne pas épique, c'est justement la vérité dont ils avaient besoin. Le matin apporte déjà une énergie différente. Antoine emmène les enfants au petit déjeuner puis demande à parler avec Clara dans le salon. Elle s'assied calmement, bien que son cœur batte vite. Il ferme la porte, respire profondément et dit « Aujourd'hui, il faut tout mettre au clair ». Clara hoche la tête sans parler, le regardant avec fermeté. Il ne faut pas longtemps avant qu'Agnès n'arrive à nouveau à la demeure. Cette fois, elle n'entre pas avec cette attitude froide. Elle est sérieuse, le regard fixé sur ses chaussures. Tout le monde la remarque. Madame Dupont descend immédiatement au bureau. Clara la suit du regard. Agnès entre et va directement au salon où Antoine est déjà assis avec les enfants. Il n'y a pas de photos, pas de pot de vin, pas d'excuses, juste une tranquillité forcée. Antoine la regarde de face. Nous sommes prêts. Agnès se crispe, s'assied avec élégance sur un fauteuil, croise les jambes et respire profondément. Clara est juste à côté, tenant la main de Chloé. Lucas est debout à proximité, sans bouger ni parler. Antoine laisse Agnès commencer. Je voulais juste le meilleur pour vous. Clara la regarde les yeux grands ouverts. « Que vouliez-vous » demande Antoine. Elle hésite. « Je pensais que Clara n'était pas ce dont vous aviez besoin. » Le salon reste silencieux. Même les enfants ne respirent pas fort. Clara fait un pas en avant. « Pas ce dont nous avions besoin » répète-t-elle lentement. Agnès la regarde. « On m'a informé qu'elle pourrait être une mauvaise influence. Ces photos, les rumeurs, elle ne termine pas sa phrase. » Antoine la pointe du regard. « Et cela vous donne le droit d'espionner, de colporter des mensonges, de venir chez moi pour détruire ?» Agnès commence à trembler. Ce n'était jamais pour faire du mal, juste pour déstabiliser. Il l'interrompt. « Oui » admet-elle d'une voix ténue. « Oui, parce que ça te faisait mal de voir qu'ils allaient bien sans moi. Parce que tu ne voulais pas perdre ce que tu croyais être à toi seul. » Clara écoute, le cœur serré dans la gorge. Elle ne cherche pas à parler, mais elle ne reste pas silencieuse. « Qu'est-ce qui vous donne le droit ?» Agnès regarde les enfants qui ont toujours les yeux fixés. « Je suis leur tante, » dit-elle, « mais je ne suis pas une mère et cette différence est ce que vous n'avez jamais pu accepter. » Antoine se lève. « Nous décidons qui est ici et qui a colporté des mensonges. » Elle s'en va. Agnès lâche un sanglot. « Je voulais juste, elle ne peut finir. » Antoine la regarde avec tristesse et fermeté en même temps. « Va-t'en, ne reviens pas » lui indique-t-il la sortie du regard. Après un lourd silence, elle se lève. Sur le seuil, elle s'arrête. Elle se tourne pour regarder les enfants, respire et sort sans dire au revoir. La porte se ferme doucement, comme un adieu inaudible. Clara sent que l'air du salon change. Les enfants se détendent. Chloé s'approche la première. Elle enlace Clara, puis Antoine. Lucas pleure un peu. Antoine les prend tous les deux dans ses bras. Il ne dit rien. Enfin, il n'y a plus de discussion. Une minute plus tard, Clara sort sans hâte, s'approche d'Antoine, lui prend la main et la serre. Il lui rend le sourire le plus calme qu'elle ait vu depuis des semaines. Les enfants rangent leurs assiettes. Personne ne parle. Mais tout est si clair maintenant qu'il n'est pas nécessaire de dire un seul mot. Agnès est démasquée, sans mensonge, sans photo, sans manipulation, et la famille, après l'effroi, respire à nouveau avec la certitude que ce qui se passe à l'intérieur de cette maison se décide à l'intérieur, pas à l'extérieur. La maison respire enfin le calme. Après tant de choses, les jours semblent normaux. Les enfants jouent sans peur, Clara sourit sans culpabilité, et Antoine prend son café en silence, sans le visage tendu qu'il avait porté pendant des semaines. Tout est comme il doit être. Jusqu'à ce que, soudain, Clara commence à remarquer quelque chose d'étrange, quelque chose de petit. Antoine devient distant. Il n'est ni grossier ni froid, mais il ne cherche plus son regard comme avant. Il ne touche plus sa main par habitude, ni ne rit quand les enfants disent des choses insensées. Clara le laisse passer 1, 2 jours. Elle pense que c'est de la fatigue, qu'il a juste besoin d'espace. Mais le 3e jour, elle s'approche de son bureau et entend un appel. « Oui, je sais, mais je ne peux pas continuer si on me met la pression », dit Antoine à voix basse. Clara ne bouge pas, elle reste derrière la porte sans vouloir en entendre plus,
mais elle entend. Non, je ne le lui ai pas dit, parce que si je le lui dis, elle partira et je ne veux pas qu'elle parte. Quand Clara entre, Antoine raccroche rapidement. Son visage change en la voyant. Clara le regarde fixement. Que se passait-il? Antoine déglutit. Il ne sait pas par où commencer. C'est quelque chose que je n'ai pas planifié. Ça n'a rien à voir avec vous ni avec les enfants. Alors dites-le, lui demande Clara calmement, bien qu'à l'intérieur elle sente son cœur s'échapper. Antoine soupire. Le testament de Sophie. Clara reste immobile. Que se passe-t-il avec le testament? Antoine se lève, marche dans le bureau. Sophie a laissé une clause. Elle a dit que si je refaisais ma vie avec quelqu'un d'autre, avant que 3 ans ne s'écoulent depuis sa mort, je perdais l'administration totale du patrimoine des enfants. Pas l'argent, pas la maison, le contrôle légal. Et cela reviendrait à Agnès. Clara sent comme si quelqu'un lui avait tiré le tapis sous les pieds. Vous êtes en train de me dire que si nous restons ensemble, vous donnez à Agnès le pouvoir sur vos enfants. Antoine hoche la tête en silence. Il n'y a plus rien à dire. Clara ne crie pas, ne pleure pas. Elle se tourne juste et sort du bureau. Ce jour-là, elle ne dîne pas avec eux, ne lit pas d'histoire, ne monte pas ranger les jouets. Elle s'enferme dans sa chambre et s'assied devant la fenêtre. Elle pense à partir. Elle pense que c'est peu, être la bonne chose à faire, que personne n'a à choisir entre l'amour et ses enfants. Le lendemain matin, Antoine l'attend dans la cuisine. Clara descend, les yeux fatigués, il s'approche. Je ne veux pas que vous partiez, mais je ne permettrai pas non plus qu'Agnès touche à mes enfants, même par erreur. Alors, je ne sais pas, mais je ne peux pas les perdre, ni eux, ni vous. Clara reste silencieuse. Savez-vous ce qui est pire que de perdre quelque chose, Antoine? Avoir tout et ne rien faire pour le conserver. Antoine baisse la tête. Les jours suivants sont étranges. Elle ne part pas, mais elle n'est plus la même non plus. Elle devient plus silencieuse, plus pratique, moins Clara, et plus la nounou qu'elle avait été au début. Les enfants le remarquent. Lucas se met en colère contre Clara, parce qu'elle ne joue pas. Chloé cesse de lui lire des histoires. Madame Dupont l'observe juste, sans s'interposer, mais tout le monde sait que quelque chose s'est brisé jusqu'à ce que Chloé entre un soir dans le bureau d'Antoine et lui dise quelque chose qui le désarme. « Papa, si Clara part, je peux partir avec elle aussi. » Antoine reste glacé. Chloé le serre dans ses bras. Antoine la serre fort et comprend que le dernier obstacle n'est pas le testament, c'est la peur, et s'il ne l'affronte pas, il va tous les perdre. Et ce soir-là, il décide enfin ce qu'il va faire. Non pas avec des mots, mais avec des actes. Parce que parfois, seul cela peut réparer tout ce que les mots n'atteignent pas. Chloé trouve la lettre pliée à l'intérieur de son carnet de dessin. Elle n'était pas là la veille au soir. La feuille est simple, écrite à l'encre bleue. Son nom est écrit en grandes lettres. Avec un cœur à côté, elle la reconnaît instantanément. C'est de Clara. Elle s'assied sur son lit, la déplie avec soin, comme si c'était quelque chose de fragile, comme si en la touchant, elle pouvait la casser. Lucas la regarde depuis l'autre lit. En silence, il ne dit rien. Il attend. Chloé commence à lire à voix basse. « Bonjour Chloé, si tu lis ceci, c'est que je ne suis peu, être plus à la maison, non pas parce que je veux partir, mais parce que parfois les adultes doivent prendre des décisions qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes et cela fait mal, mais cela ne signifie pas que je t'aime moins. » Chloé sent sa gorge se serrer. Elle baisse la feuille une seconde, déglutit et continue. « Depuis que je suis arrivé, toi et Lucas m'avez appris des choses que personne d'autre ne m'avait apprises. Vous m'avez appris à être patiente, à rire à nouveau, à jouer comme quand j'étais petite. Vous m'avez appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste sincère. Chaque fois que tu m'as donné la main en silence, j'ai compris à quel point tu es courageuse. Chaque fois que tu m'as posé une question difficile, j'ai su à quel point tu es intelligente. Et chaque fois que tu m'as serré dans tes bras sans rien dire, j'ai compris que je n'étais plus seule. » Chloé a les yeux pleins de larmes, mais elle continue à lire. Lucas s'assit à côté d'elle sans demander la permission. Il reste juste là, regardant la feuille avec elle. « Je ne veux pas que tu sois triste. Je ne pars pas parce que je le veux. Je pars parce que dans cette maison, il y a des choses qui doivent encore être réglées, et parfois pour que les choses s'arrangent, quelqu'un doit prendre du recul. Mais cela n'efface rien de ce que nous avons vécu. Quand mon frère est mort, j'ai cru que je ne pouvais plus aimer personne. Et puis vous êtes apparu et vous m'avez fait sentir que mon cœur n'était pas brisé. Il avait juste besoin d'un peu de tendresse. » Chloé lâche un soupir qu'elle ne savait pas retenir. Clara est toujours là sur cette feuille, dans chaque ligne. « Je ne veux pas que tu m'oublies, ni toi ni Lucas, parce que je ne vous oublierai jamais. Et si un jour tu as besoin de moi, cherche-moi. Je promets que je serai là, ne serait-ce que pour faire des crêpes ou regarder les étoiles depuis le jardin. » Chloé ferme la feuille d'un coup et la serre contre sa poitrine. Lucas lui pose la main sur l'épaule. Il ne parle pas, ce n'est pas nécessaire. Cet après-midi-là, Chloé descend avec la lettre à la main. Antoine est dans le salon, le regard perdu. Elle le voit et court vers lui.
Elle lui tend la lettre sans rien dire. Antoine la prend, la lit en silence. Une fois terminé, il reste immobile. Puis il serre la lettre contre sa poitrine. « Où est-elle » demande-t-il à voix basse. « Je ne sais pas » dit Chloé, mais elle est partie parce qu'elle pensait que c'était le mieux. Antoine se lève. Son visage change complètement. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Antoine reste aux côtés de Chloé quelques secondes de plus, contemplant la lettre. Puis il baisse les yeux et la serre dans ses bras avec soin. Elle se blottit et appuie sa tête contre sa poitrine. Lucas s'approche et les serre tous les trois. C'est un moment silencieux, sans parole, mais plein d'émotion. Peu après, Antoine cherche Clara. Il ne tarde pas. Il la trouve dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Il s'arrête à la porte, l'observe doucement. Elle le regarde nerveusement. Il ne dit rien de cette lettre, il lui prend juste la main. « Je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai pas partir », lui dit-il lentement. Elle sourit, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas vous quitter », répond-elle. Ils s'embrassent là, entre les assiettes et l'évier. Quand ils se séparent, Antoine l'embrasse sur le front. Clara sent que tout ce qu'elle a souffert en valait la peine. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, il s'assoit dans le jardin. Antoine sort un nouveau papier et un stylo. Il demande à Clara de le tenir. À voix haute, il écrit une lettre pour Chloé, avec des mots de père et de partenaire. À quel point il l'apprécie, à quel point ils vont la protéger, à quel point ils sont prêts à se battre pour rester une famille. Clara l'aide à la plier. Il la met dans une enveloppe, écrit « Pour ma courageuse Chloé ». Il la range dans un tiroir spécial du salon, où seuls eux savent qu'elle est. Quand Chloé et Lucas trouvent l'enveloppe le matin, ils l'ouvrent tous les deux ensemble. Ils lisent, les yeux brillants. À la fin, Chloé court embrasser Clara et Antoine en même temps. Lucas laisse échapper un doux rire et dit « Ceux-là, ils savent faire les choses joliment ». Et cet après-midi-là, pendant qu'ils jouent, Chloé accroche un bracelet au miroir de Clara avec le mot « famille ». Clara le prend, le regarde et incline la tête. Antoine s'approche d'elle et pose sa main sur la sienne. Les quatre sont à nouveau ensemble avec la promesse que personne ne les séparera plus. La lettre de Clara a fait quelque chose d'important. Elle a permis à Chloé de comprendre que parfois les adultes prennent des décisions difficiles, mais que derrière tout, il y a toujours une énorme quantité d'amour. Et cette certitude, ce sourire clair et ce bracelet accroché au miroir, ont clôturé l'un des chapitres les plus incertains de leur vie et en ont ouvert un autre plein d'espoir. Le jour où Clara est partie, elle n'a rien dit aux enfants. Elle a juste laissé la lettre pour Chloé et un câlin en suspens dans la cuisine. Elle est sortie sans faire de bruit, son sac à dos sur le dos et les yeux pleins de larmes. Il n'y a pas eu de dispute, pas de scandale, juste une décision prise le cœur serré. Antoine ne l'apprend que lorsqu'il descend prendre le petit déjeuner et que Madame Dupont lui dit que Clara n'est pas là. Il la cherche dans la cuisine, dans la buanderie et dans le jardin. Rien. Puis il trouve sa lettre, non pas pour lui, mais pour les enfants. À ce moment-là, il sait qu'il ne peut pas rester immobile. « Où est-elle allée » demande-t-il à Madame Dupont. « Elle n'a pas dit » répond-elle en haussant les épaules. « Elle m'a juste remercié et m'a demandé de prendre soin des enfants. » Antoine reste avec la lettre à la main. Il monte à la chambre des enfants. Lucas est assis sur le lit, serrant son oreiller. Chloé regarde par la fenêtre. Personne ne pleure, mais le silence est pesant. Antoine s'approche. « Nous allons la chercher. » Lucas lève la tête. « Vraiment ? Oui, mais j'ai besoin de votre aide. » Antoine va au bureau, ouvre son ordinateur, cherche dans d'anciens courriels. Il se souvient de quelque chose que Clara lui avait raconté une fois, qu'elle avait travaillé dans un café avant de venir à la maison, un qui sentait le pain frais et passait des vieilles chansons françaises toute la journée. Cela suffit. Il appelle 5 endroits. Personne ne la connaît. Au 6e essai, une voix dit « Oui, Clara, elle est revenue il y a peu. Elle est au comptoir. Vous lui dites que vous la cherchez. » Antoine reste silencieux. Puis il dit « Non, dites-lui juste que quelqu'un arrive. » Il met sa veste, prend les clés, descend en courant. Les enfants l'attendent déjà avec leur sac à dos. Ils ne veulent pas manquer le moment. Le café est dans un quartier simple. Les tables sont en bois, les nappes à carreaux. Clara sert du café quand elle les voit entrer. Son cœur s'arrête, elle reste figée, la carafe à la main. Antoine ne dit rien, il marche jusqu'à elle. Les enfants courent les premiers. Lucas l'embrasse par la taille. Chloé pleure sur sa poitrine. Clara les enveloppe tous les deux. Elle ne peut pas parler, elle respire juste par A. Coup, Antoine reste debout, puis s'approche. Il lui touche la main. « Vous n'auriez pas dû partir. »« Je pensais que c'était la bonne chose à faire, » répond-elle sans lâcher les enfants. « Mais ce n'était pas ce que nous voulions, ni eux ni moi. » Clara laisse échapper un rire mêlé de pleurs, de ceux qui ne viennent que lorsque tout se brise et se répare en même temps. « Je pensais que vous auriez du mal à choisir. Je n'ai plus de doute. » Dans le café, personne n'interrompt, personne ne regarde de travers. La propriétaire, une femme en tablier taché de farine, les observe depuis la cuisine avec un sourire.
Antoine sort un papier de sa poche. C'est une copie du testament. Il a barré quelque chose au marqueur rouge. Ce que cela dit n'a plus d'importance. Je préfère tout perdre plutôt que de vous perdre. Clara l'embrasse, ferme les yeux et respire enfin en paix. Cet après-midi-là, ils rentrent tous les quatre ensemble. Dans la voiture, les enfants parlent sans arrêt. Clara rit. Antoine les regarde par le rétroviseur. Personne ne mentionne le passé, juste le retour. Et bien qu'il reste un chapitre de plus, à ce moment-là, tous savent qu'ils ont déjà trouvé ce dont ils ont le plus besoin. Être ensemble, sans peur, sans condition, sans se cacher. Le soleil entre par les fenêtres et les quatre sont assis dans le salon. Il n'y a pas de hâte, pas de nervosité. Il y a un dos, une main, un sourire. Antoine a un bouquet de fleurs jaunes, celles que Chloé adore, et une grande enveloppe. Clara le regarde en silence, le cœur battant comme un tambour. Les enfants sont à ses côtés, excités, curieux. Antoine respire. « Ceci est pour toi, mon amour. » Il lui tend le bouquet. Clara le prend, le sent sans cacher son visage. « Elles sont pour toi ?» lui dit-il. Clara sourit, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, Chloé et Lucas ouvrent l'enveloppe, en sortent une bague et la regardent comme un trésor. « Un nouveau bonbon ?» demande Lucas avec étonnement. Antoine s'approche de Clara à nouveau. Il s'agenouille sans dramatiser. Les enfants commencent à crier « Papa, papa, papa !» Il élève la voix pour que seule Clara l'entende. « Clara, veux-tu m'épouser ?» Clara reste silencieuse une seconde, mais les enfants remplissent tout. Chloé laisse échapper un cri. Lucas court l'embrasser. Clara l'embrasse aussi, se tourne et voit Antoine toujours à genoux, souriant. « Bien sûr que oui !» répond-elle enfin. Elle se penche et l'embrasse. La bague glisse sur son doigt. Les enfants célèbrent avec des sauts et des cris, tandis qu'ils restent enlacés. Cela ressemble à une fête improvisée dans le salon de la demeure, mais avec plus de tendresse que personne n'aurait pu imaginer. Après un moment, Antoine se relève, prend la main de Clara et dit, avec leur permission, il regarde les enfants, profite du moment où leurs yeux sont grands ouverts et scellent le tout. Oui, nous pouvons former une vraie famille. Chloé saute. Lucas crie oui. Ils les embrassent tous les trois. Puis ils sortent dans le jardin, un endroit différent où il y a eu des biscuits, des rires, des câlins et des larmes. Antoine passe son bras sur l'épaule de Clara. « C'est ici que je veux recommencer », dit-il en désignant le jardin et en souriant. Les enfants se mettent à courir parmi les fleurs tandis que Clara et Antoine les regardent, main dans la main, les bagues brillant au soleil. Ils ne portent pas de toast, ni ne prononcent de discours. Ils restent juste ensemble, le vent faisant bouger les feuilles. C'est une fin, oui, mais aussi un début. Le début de quelque chose qui se dit avec des mots simples. Amour, confiance, famille. Et ainsi, sans plus, se termine cette histoire. Il n'y a pas de feu d'artifice, ni de promesses grandioses. Juste un baiser sur le front, le son lointain des enfants qui riaient, et la certitude que c'est vraiment un nouveau commencement.